on peut faire les choses autrement parce que c'est vrai qu'on est en face de nous des barbares, des gens qui n'entendent qu'un seul langage. Mais tu vois, c'est pas parce que le foot a lapidé Caillou que tu as lapidé, tu vois. Bon, je veux dire que notre forme de lutte, en tout cas dans laquelle nous nous inscrivons en ce moment, va payer parce que, en définitive, les seuls responsables de tout ce qui est en train de se passer là, c'est bel et bien, comment dirais-je, le pouvoir de Ouattara. Quand tu regardes la situation présente, tu ne peux pas incriminer l'opposition nulle part. L'opposition n'a pas eu un rôle de défiance, ni un rôle à violer les principes constitutionnels. Donc, ceux qui en ce moment sont en porte-à-faux avec la loi, ben c'est bel même pas de Ouattara. Et ça va pas perdurer dans le temps. Regarde, Kubi a fait une sortie. Je sais pas si vous avez suivi ça. Oh, il est impatient, rapidement. Kubi a dit ceci. Il dit que son avis sur la commission électorale indépendante, donc sur la CEI, c'est que pour lui, la CEI ne doit plus exister après les élections. Il faut penser à mettre autre chose. Quelque chose qui est bon là. On ne propose pas que cette chose-là disparaisse. Quelque chose qui joue son rôle. Parce qu'il sait très bien que toute cette façon d'avoir géré le processus électoral sera auditée. Tu vois? Donc, ça veut dire que il y a ils sont pas serrés, en fait. Et c'est parce que, justement, nous, on a agi beaucoup plus intelligemment. On a décidé de mettre une forme de lutte beaucoup plus intéressante, donc démocratique. Et ça paye. Pourquoi remettre? Il y a élection législative, il y a élection, comment on appelle ça, sénatoriale, mairie, régionale et tout ça. Mais déjà, il est en train de dire qu'il faut penser à dissoudre la CEI. Non? Après ces élections. Ça veut dire que, quelque part, ils ont compris que la situation qui a été créée là, ils ont aussi, la CEI a eu son, mais c'est parce qu'on a pu mettre en lumière toutes ces approximations dont ils ont fait preuve, cette façon partisane de gérer la CEI. Et ça, c'est à mettre à notre actif. Et on a bien fait. C'est vrai qu'on est pressé. Mais le président Ouattara dit, comme nous sommes pressés, allons doucement. Tu vois, non? On est pressé. Mais si on fait les trucs, tout si on prend les armes, tu vois, et puis tu gagnes pas. Tu prends les armes, tu gagnes pas. Non seulement tu auras une responsabilité, voilà, tu seras responsable de quelque chose, mais en plus, tu te seras mis toi-même en porte-à-faux avec ton combat. Donc, allons-y. Ce que nous sommes en train de faire là, c'est en train de payer. Il faut continuer à mobiliser, comment dirais-je, la masse populaire pour que on continue toujours d'occuper la rue par des marches pacifiques. Ça commence à les agacer, vous voyez pas? Est-ce qu'au début, les chaînes internationales s'intéressaient un peu plus ou moins à ce qui est en train de se passer? Il faut faire ça. Nous, on le pense clairement. Donc, moi, je comprends bien ta position, mais bon, je veux dire, c'est pas tout aussi qu'on doit... Allez, vas-y. Oui, justement, bonsoir, bonsoir à tous. Hein. Ce que le frère Siéhou a dit, dans la première partie de son intervention, il a fait, tu vois le frère, tu as fait un bon diagnostic. Hein. Personne n'a dit que ce que tu as dit dans la première partie de ton intervention, c'était pas juste. Tu as dit les choses, mais de façon tellement claire et bien, et tout ça, on en est venu au point où on t'a demandé maintenant, bon, ok, ce que tu as dit, c'est juste. Maintenant, on fait quoi? La solution, c'est quoi? Pour parvenir, pour changer les choses. Et ça, c'est ce que nous discutons sur ce panel, et puis le panel de Tanguy, parfois ailleurs aussi. Moi, particulièrement, quand j'interviens, j'aborde un peu ça. Même si les gens ne sont pas toujours d'accord, n'ont pas toujours été d'accord avec ce que j'avançais comme analyse et puis perspective. Parce que j'en viens toujours au point d'analyser en ce qui concerne le futur, l'avenir. Parce qu'il faut faire ça. Cet exercice-là est très intéressant. Il faut essayer de voir toutes les options et quelles sont les conséquences des options sur le moyen et le long terme. C'est comme ça. C'est ça, c'est ça aussi faire de la politique. Pouvoir analyser, pouvoir s'imaginer un peu, bon ok, si on utilise cette solution-là, ça donne, d'abord, est-ce qu'on peut? Oui ou non? Maintenant, si on peut, quelles sont les conséquences sur le moyen terme? Quelles sont les conséquences sur le long terme? C'est ça qui m'a fait dire depuis des mois et des mois. Il a dit, les gars, on est en train de parler, hein, tout le monde a soif que les choses changent vite. Mais on n'est pas dans un 100 mètres plat, hein, on est dans un 10 000 mètres. Et on est dans un 10 000 mètres, c'est-à-dire que il va falloir bien respirer, rassembler nos forces, et puis aller sur le long terme. Pourquoi? Par rapport à ce que tu as dit, Siaou. Ce que tu as dit, c'est que les gens sont en train de nous mettre dans un petit poteau maracana vite fait là. Tu comprends? Parce que ça, c'est la solution facile. Ils se sont équipés pour ça, ils se sont organisés pour ça, et puis ils veulent jouer ça. Or, nous maintenant, selon notre idéologie, et ce que nous, d'abord notre idéologie, et ce que nous voulons faire de la Côte d'Ivoire, nous disons quoi? On ne va pas forcément jouer à ces jeux-là avec eux. C'est maintenant une question de choix idéologique. On se dit qu'on va les faire jouer sur notre terrain,
Surtout qu'ils prétendent jouer sur notre terrain. Parce que quand ils parlent dans la parole, hein, ils disent qu'ils sont démocrates, n'est-ce pas? Ils disent qu'ils sont démocrates. Ok, bon, tant pis. Si vous dites que vous êtes démocrate, alors il n'y a pas de problème. Jouez au jeu de la démocratie. Alors que, comme tu l'as dit, pendant qu'on est en train de jouer au jeu de la démocratie, si c'est du football, il y a des rugbymen qui rentrent sur le terrain, dans leur camp. Tu vois? Donc, ils sont en train de jouer à un jeu qui est le plus bizarre comme ça. Mais le plus intéressant, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas seulement ce qui est en jeu. Les partis en jeu ne sont pas seulement les politiques, d'accord, les politiques et puis les militants, hein. Mais il y a le macrocosme, si on peut l'appeler comme ça, composé des politiques, de la population, de l'opinion nationale et puis internationale, qui permet à la chose de basculer dans un sens ou dans un autre, tôt ou tard. Tu as beau faire des crocs en jambes sur le terrain. Mon gars, quand je vais couper court à cette discussion, je dis aux gens, dites-moi qui a fonctionné comme ça pendant des décennies dans l'histoire, hein, dans tous les pays là qu'on connaît du monde là, et qui a bien fini. Dites-moi, il n'y a pas. Il n'y en a pas, les gars. Il n'y en a pas, on est impatient, on sait. Mais on sait comment ça va finir. On sait qu'ils vont finir après. Quand, comme Hans le disait, quand le moment de rendre compte va venir, ils vont chercher à justifier que non, c'est pas nous, on a fait ça, nous on a... Le moment là, il va venir. Ce moment-là, celui qui a un minimum d'expérience de la vie, c'est qu'on finit toujours par rendre compte, les gars. Ce moment-là va venir. Cette petite galère qu'on est en train de vivre là, gérons ça à notre niveau. Causons, taquinons-nous entre nous là-bas, offline et tout ça. Laissons-les faire. Mais quand le moment de rendre les comptes va venir, ils vont chercher les arguments, ils vont maigrir. Cette Côte d'Ivoire là, si c'est pas, je taquine mes amis ici, je dis, mais si c'est pas dans 5 ans, c'est dans 10 ans. Dans 10 ans, eux tous, ils vont s'asseoir. Ils vont s'asseoir et ils vont rendre compte. Depuis 2000, comment on dit ça? Depuis 93, c'est ça non? Le Bédier là. Attends, non, Bédier c'est 99. Depuis 99, ils vont rendre compte sur chaque mot, sur chaque acte posé. D'accord les gars? C'est ça qui est le jeu politique auquel on est en train de jouer. Et plus le temps passe, ils sont peut-être tentés de se blanchir et d'utiliser la bonne voie. Mais parfois, quand tu es engouffré sur un mauvais chemin, tu te dis autant finir comme on a commencé. C'est dans ça qu'ils sont. C'est dans ça qu'ils sont. Est-ce que vous les voyez vouloir faire demi-tour pour arranger les choses? Ils ne sont pas dans ça. Ils sont tentés. Parfois, tu vois un peu cette petite tendance-là venir. Et puis, allez, ils basculent encore dans le côté sombre de la force. Et puis, ils pratiquent ça comme ils ont l'habitude de le faire. Ils sont en train de s'embourber, les gars. Ils n'ont pas le choix. Ton diagnostic, le frère Siaou, il est impeccable. En ce qui concerne la solution, c'est une tentation. On est tenté de jouer comme eux, mais je ne proposerai pas, et ce n'est même pas possible, parce que ces partis politiques-là ne sont pas conçus pour fonctionner comme ça. C'est des gens qui, pour le PDC, est là depuis combien? 1960 ou un peu avant là-bas. Et c'est pas des régimes qui n'ont pas vu passer. C'est pas quelqu'un qui a 83 ans. Quand tu vois quelqu'un comme Gbagbo ou bien les Tiam là, tu vois quelqu'un de 83 ans. Ben, lui, il s'est dit, il n'a qu'à faire ce qu'il veut, dans 5 ans, c'est fini. Il a 10 ans, c'est fini. Tu vois un peu le fait. Donc, peut-être ça fait un peu manière de penser pour personnes âgées ou adultes, mais c'est la meilleure façon d'aborder les choses. Laisse pourrir. Mais sois là, hein, on n'a pas dit d'être passif, travaille à cueillir ce qui va venir tomber là, parce qu'ils vont rendre compte. Moi, c'est ce que je vois. Et la tactique qui est en train d'être utilisée actuellement pour aller de l'avant, c'est la tactique du combat politique. Un vrai combat politique, c'est un jeu de qui perd gagne. Tu poses les actes qui sont les meilleurs, l'autre il n'a qu'à donner les coups bas, s'il veut. On a regardé Gbagbo, on pensait qu'il était bête, non? À se faire emprisonner, gazer lui et ses partisans là, nous autres là, à courir dans les rues, à dire que oui, c'est PPA, donc c'est PPACI, ils sont bêtes, ils se laissent malmener. Mais quand tu finis de leur faire le point, tu as l'impression que ceux qui devaient se réjouir ne se réjouissent pas. Ils ont l'impression d'avoir perdu beaucoup de choses. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont gagné et puis ne faites pas dans Abidjan? Pourquoi Abidjan est triste? Les gars, vous avez gagné, mais festoyez. Vous ne festoyez pas. Mais qu'est-ce que vous avez? Donc c'est à cela que j'aimerais inviter les uns et les autres à faire des analyses, à essayer de faire de la prospective plutôt. Sur le moyen et le long terme, on gagne. Et on est moins impatient, on est moins tenté par le côté maléfique là, et sombre là. Voilà un peu. Je ne vais pas monopoliser la parole Hans, je vais laisser les autres parler. Merci Haïlé, merci beaucoup pour ton analyse. Moi je suis très d'accord avec ce que tu as dit, en tout cas pratiquement 100%. Je vais profiter pour saluer Hilarion Serge, quelqu'un qui me soutient beaucoup, qui suit mes panels, en tout cas qui m'apporte beaucoup de réconfort. Et puis, cher frère, je vais te dire merci pour ton soutien. La lutte continue. Merci d'être toujours aussi actif. Et puis, on est ensemble. Soleil, bonne arrivée frère. Avant toi, il y a une dame qui est là, donc galanterie oblige. On va lui passer la parole. C'est la première fois d'ailleurs que je la reçois sur le panel. La blondasse,
J'espère que tu vas bien. Vas-y. Oui, ça va. Chez moi, c'est Hans qui fait. Mon YouTube, c'est toujours Hans ou Unsa. Voilà, parce que vos analyses sont très pertinentes pour nous qui sommes jeunes, qui prenons la politique en cours. Ça nous permet de nous ressourcer. Voilà. Bon, aujourd'hui, nous avons le RHDP, un parti qui est à l'agonie, tout simplement. Ils sont à l'agonie parce que là, la tête du serpent a été coupée. Vous savez, quand on coupe la tête du serpent, il ne met pas sur le cou. Hein. Il gesticule un peu avant de rendre l'âme quelque sorte. Donc aujourd'hui, moi, là, le point où j'ai apprécié chez le PPACI, le PDCI, c'est les différentes convocations qu'ils ont envoyées. Voilà. Et je priais pour ne pas qu'ils répondent à ça, parce qu'ils ne sont pas légitimes. Voilà. Et quand on nous dit le taux de participation à 40 ou à 50%, mon œil, c'est une mascarade électorale. Il s'est autoproclamé lui-même élu. Chose qui n'est pas normale. Aujourd'hui, quand j'appelle au pays, on me dit non, mais bon, on dit il a gagné, mais depuis là, ça fait pas. Bon, on attend encore pour voir. Ça veut dire que dans le cœur du peuple même là, tu es sortant. Dans le cœur du peuple, tu es sortant. Moi, je peux pas admettre que quelqu'un qui vient par les armes, il me dit qu'il fait de la politique. Ah, les armes et puis la politique, où est le rapport? Tu vas venir massacrer tout un peuple. Excuse-moi du thème, les djinns, et tu viens pourtant tu fais la politique. Il ne faut pas la politique, il fait la dictature. Nous sommes dans une dynastie, pour ne pas dire un royaume. Pour eux, ils ont eu un royaume, voilà, ils ont trouvé une mine d'or, ils ont fait un royaume, et puis voilà, la famille bouffe, tout le monde bouffe, et puis les Ivoiriens sont des chiens, quoi, comme il a dit. Parce qu'il a donné un mot d'ordre très pertinent. Il a dit, fermez vos portes, et les chiens vont passer. Et le lendemain, on a vu ce qui s'est passé. Donc, ce parti-là, moi, je suis pas pour le fait que le monsieur, comment il s'appelle, si j'ai pas trop suivi son nom, a dit qu'il fallait une autre tactique. Moi, je suis pas d'accord pour ça. On a assez souffert. Donc, la meilleure tactique en ce moment, c'est la diplomatie qui se passe en ce moment entre la coalition du PPACI et du PDCI. Et ils vont se prendre à leur propre piège. Parce que là, on y va. Hein. Ils vont se prendre à leur propre piège. Et ce parti-là, on va le dissoudre. Parce que c'est un parti tribaliste. Et ce qui me fait mal, Hans, c'est de voir mes frères. Quand je dis mes frères, que ce soit Nordis ou BT ou Gouro, être RHDP, ça me tue. J'arrive pas à comprendre à quel moment on tombe amoureux de son VIOL. Je comprends pas. Je comprends pas. C'est cela qui nous retarde aussi. À quel moment? Nous, on veut une démocratie pure et simple. Voilà, qui laisse le champ libre. Le PDCI, hein, Doufoué, et le PPACI de Gbagbo Laurent vont venir compétir à DCI, les partis qui viennent maintenant. Et on veut une démocratie. C'est tout. Qui ouvre le jeu politique. On est fatigué de sa dictature. On est fatigué de sa dictature. Pour moi qui avait 18 ans ou 17 ans, 18 ans, quand il venait prendre le pouvoir, c'est avec amertume que je vois ce pouvoir continuer comme ça. Aujourd'hui, on pourtant tous nos camarades. Et lui, il pense gouverner qui? Tu traites un peuple de chien et tu penses les gouverner? Il faut que la Côte d'Ivoire prenne des hommes sur la Tanzanie quand ils chassaient le président. Et sur le Cameroun. On ne peut pas continuer à accepter ce qui n'est pas acceptable. À quel moment on piétine nos constitutions, on viole nos constitutions et on nous dit, ah, on a gagné la CAN, c'est pour ça qu'on va se maintenir. À cause de quoi? Des points? Un embellissement n'est pas une émergence, je suis désolé. S'il avait dit que le pont qu'il a fait là, il y en a à Dabakala, préfecture là, il y en a à Kong, il peut dire qu'il a développé. Il a fait quoi? Il a fait juste un embellissement qui dégage le tapis, puis quelqu'un viendra marcher sur le tapis. Et on n'en parle plus. Voilà pourquoi je vous suis de près pour mieux comprendre la politique ivoirienne, parce que là, depuis les rentrées dans l'arène politique, c'est de la bouillabaisse. C'est de la bouillabaisse. Plus personne ne se retrouve maintenant. Il n'a pas uni, il a divisé. Il n'a pas uni les Ivoiriens, il a divisé aujourd'hui. Tout le monde se méfie de l'autre. Et ça, c'est pas normal. Et j'espère qu'avec le Front commun, on ira jusqu'au bout afin de ramener une démocratie équitable pour tout le monde. Je m'arrête là. Hans, est-ce que je peux faire une motion, s'il vous plaît? Merci la blondasse. Oui, rapidement, en une minute. Hein. Oui, rapidement en 30 secondes. Je n'ai pas dit, parce que je veux que ce soit clair dans l'esprit des gens, je n'ai jamais dit que je préconise d'avoir de la violence. Je dis, telle que la situation politique est aujourd'hui, la politique que nous faisons là, elle n'a pas son sens. Parce qu'il y a quelqu'un qui est dans l'arène qui ne respecte pas les règles. Merci beaucoup. Moi, je vais chuter ces paroles-là. Je ne dis pas que vous avez mentionné ça. C'est moi qui suis pour le mentionner qu'il ne faudrait même pas que ça nous passe à l'idée. Voilà. Même pas que ça nous passe à l'idée. C'est eux qui se font la violence, mais n'ont qu'à savoir qu'à la fin de leur règne, ils vont payer pour ça et ils vont répondre les actes. C'est tout. C'est tout. On n'a pas de discours à faire, la violence ou pas. Ils vont payer de ça. Le Rwanda continue de traquer encore les anciens génocidaires. Pareil pour le Libéria. Donc, il ne faut pas ils vont penser qu'ils sont au palais. Ils sont au palais parce que c'est infiniment. Non, toute chose a une fin. Et on va, là, la fin, on va y aller très bientôt. Et ils vont dégager du pouvoir, tout simplement. Je passe la parole. Excusez-moi, Hans. Pour ce qu'il y a le frère Siaou, ce que nous sommes en train de dire, c'est vrai, tu as fait une allusion, un peu, en a comme nous tous, on est d'accord. Et ce n'est même pas, on n'est pas en train de te juger, hein. D'accord, c'est une discussion entre frères et sœurs. Alors, ce que nous sommes en train de dire, c'est que basculer sur leur terrain là, avec leurs règles, ça nous coûterait plus cher que maintenir les choses en l'état, avec les règles telles que nous tous,
on se dit qu'on respecte, là, avec lesquels on joue, eux aussi le disent, même si dans la pratique maintenant, eux font un travail. Enfin, eux ne respectent pas ces règles-là. Sinon, basculer de l'autre côté nous amènerait complètement dans leur jeu. Et ça a aussi ses conséquences. Bon, voilà un peu. Je vais arrêter là. Merci. Merci beaucoup, Aïlé. Avant de passer la parole, comme je le disais, par exemple, pour cette élection, je ne sais pas si vous savez, bon, je sais que vous le savez, mais je vais juste rappeler cela à la mémoire collective. Il y a 44 000 membres de forces de l'ordre qui ont été déployés sur tout le territoire. 44 000 pour une élection. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ces 44 000 ont été déployés, on dit pour sécuriser l'élection, mais c'est faux. C'est pour interdire les manifestations. Et les manifestations qui ont été interdites, comment on appelle ça? Il y a eu des arrestations. Il y a eu des arrestations, il y a eu des emprisonnements, il y a eu des pertes en vies humaines. Donc, qu'est-ce qui peut justifier? Parce qu'on n'est pas sujet à une attaque extérieure. Parce que rien ne présageait d'une situation tumultueuse sur le territoire. Il n'y avait aucune velléité de mettre à mal les institutions de la République. Il y a que on partait à une élection présidentielle normale. Donc, quand on met dehors 44 000 militaires sur tout le territoire, c'est pour faire quoi? C'est la question. Donc, tout ça, l'un mis dans l'autre, c'est parce que l'opposition a pu mettre cette forme de pression-là pour dire que cette élection-là n'allait pas être une élection crédible. Parce que, étant entachée de pas mal d'irrégularités, et suite à cette irrégularité, bien évidemment, il fallait créer des conditions pour que l'élection soit transparente, crédible et inclusive. Mais, comme a répondu le pouvoir de Ouattara, au lieu de prendre en compte les différentes revendications de l'opposition, Ouattara a décidé plutôt de réquisitionner l'armée au fait de réprimer tous les manifestants qui allaient bien évidemment exercer leurs droits constitutionnels. Ça là, c'est une victoire pour qui? Quand tu as dans un pays, il y a élection, on fait sortir l'armée sur tout l'étendue du territoire, ça ne s'est fait nulle part. Parce que rien ne justifie que l'armée soit réquisitionnée pour justement occuper l'ensemble du territoire. Parce qu'il n'y a pas de fait majeur qui pourrait justifier cela. Donc ça tenterait d'expliquer principalement les résultats obtenus lors de ces simulacres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire empêcher ceux qui veulent protester ou alors ceux qui veulent ne sont pas d'accord avec cette forme d'élection-là, les empêcher non seulement de manifester, mais surtout de participer au vote. Donc, c'est une situation qui entache la crédibilité du scrutin. Voilà. C'est une situation qui entache la crédibilité du scrutin. Et tout ça, ce sont des faits qui, l'un mis dans l'autre, vont forcément être imputés au camp qui est au pouvoir, en fait. Donc, l'attitude que nous adoptons, c'est une attitude qui est saine. C'est une attitude qui va forcément avoir gain de cause. Parce qu'elle finira, comme je le dis, par exaspérer sur le plan non seulement national, mais à l'international. Et c'est la bonne attitude à tenir. Ceux qui font l'apologie des armes, là, non seulement ils n'ont pas la certitude de gagner en utilisant les armes comme moyen de lutte, mais rien ne leur dit que en face, là, ils vont avoir la victoire. C'est ça aussi qui est... Et tu ne peux pas défendre un camp qui va utiliser les armes contre un autre. Tu ne peux pas... Sur quelle base on va défendre le fait que les gens... Non, je veux dire quoi? Si les gens estiment que c'est un moyen pour lutter contre Ouattara, les points de vue sont partagés. Voilà, nous, on ne fait pas ici l'apologie de la pensée unique. Si des gens pensent que c'est un moyen de lutte, nous, là, on ne s'inscrit pas dans ce moyen de lutte-là. Parce que nous savons que ce que nous sommes en train de faire, bien évidemment, est en train d'agacer au plus haut point. Et les gens ne savent plus comment se tenir. Vous pensez qu'un pouvoir va se permettre de mettre une armée dehors chaque jour à l'effet d'arrêter des manifestants qui, en fait, ils exercent uniquement et purement leurs droits constitutionnels? C'est ça, en fait. Est-ce que vous pensez? Non. Donc, nous sommes en train de faire la politique. Il faut être assez réservé. Surtout, il faut agir avec beaucoup de munitions. Voilà. On a vu que les faits d'aujourd'hui rattrapent toujours demain. Ceux qui ont utilisé les armes hier, là, beaucoup ne sont plus là. Hein. Beaucoup ne sont plus là pour bénéficier justement du fruit de leur combat. Donc, il faut être calme. Laurent Gbagbo dit, on est pressé, donc allons doucement. On souffre tous de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est pour cela que si on doit poser un pas, si on doit poser une action, il faut qu'on soit sûr que cette action-là n'aura pas un effet boomerang. Surtout ne va pas ralentir la marche ou le combat que nous sommes en train de mener. Et c'est pour ça qu'il faut appeler, il faut toujours mobiliser, il faut toujours maintenir la flamme militante pour que les Ivoiriens, en tout cas pour ceux qui sont encore timorés, qui ont encore peur, nos amis qui sont arrêtés là vont sortir des prisons. Vous allez voir, ils vont sortir des prisons.
Donc, on va continuer le débat, on va continuer à laisser les interventions se faire. Avant que Bitillon, comme tu as déjà parlé, je vais laisser Soleil qui vient de nous rejoindre de prendre la parole. Soleil, bonne arrivée, cher frère. J'espère que tu vas bien, ça fait plaisir. Merci. Bon, bonsoir mon frère. Comment allez-vous? Allô Hans, vous m'entendez? Ouais, vas-y. Bon, frère, moi je suis là. Et puis, je suis heureux ce soir que notre lutte reprenne là où on avait laissé. Parce que nous continuons toujours de sensibiliser les Ivoiriens. Et puis, on ne va pas désamorcer et puis on va continuer la lutte. Mais je voudrais d'abord, dans mes propos liminaires, rendre hommage à tous nos martyrs de tous les villages confondus de Côte d'Ivoire, que les âmes reposent en paix. Certes, il n'y a pas de lutte sans martyrs, mais dans les conditions dans lesquelles nos parents sont partis, étant donc le modus operandi de ce qu'on disait, M. Blé Goudé, article 125, on vient de véritablement voir ceux qui ont fait applicabilité de l'article 125. Quand nous regardons le cas de Nayo, où un homme comme nous est passé de vie à trépas par l'application de l'article 125. Et nous voyons les bourreaux de ces personnes, ceux qui ont cherché durant des années, tous ceux qui ont gagné nos parents en Côte d'Ivoire, sous l'angle de l'article 125, ont finalement fini par avouer leur forfait, leur crime à la télévision, sur des médias. Et donc, je voudrais donc appeler ici notre procureur de la République qui laisse des cagnottes. Quand des individus arrivent à injurier la mère du président, on donne des cagnottes de 1 million à l'effet de les rattraper et de les mettre en prison. Je pense que ces résultats ont abouti ces derniers temps parce que je préfère qu'on injure ma mère et que qu'on enlève la vie à une personne parce que derrière une personne, il y a plusieurs personnes qui sont nourries. Donc je pense que notre média et que nos procureurs vont se mettre à l'œuvre, vont déclencher tout l'appareil judiciaire de Côte d'Ivoire répressif pour que ces kidams, ces bourreaux soient arrêtés. Donc je compatis ce soir encore pour la 1e fois pour les victimes et je pense qu'il va y avoir une résonance pour que la liberté puisse aboutir. Alors, je voudrais dire une chose. Pour ceux qui sont un peu encore sceptiques, ceux qui ne veulent pas encore donc monter dans notre locomotive de la liberté, ceux qui se tiennent donc en marge, qu'ils viennent. Parce qu'une lutte là, elle n'est pas faite en une journée. Une lutte est multiforme. Une lutte est diverse. Une lutte peut se mener sur plusieurs fronts. Je voudrais dire à tous ceux qui sont ce soir encore sceptiques, ceux qui sont encore perdus, qui n'ont plus d'espoir, c'est en eux se trouve l'espoir. Parce qu'un homme, dans ton propre village, tu as accueilli des gens chez toi pour des raisons politiques, qui veulent te déloger et puis s'insoler. Rester, si tu pars, c'est leur porter le flanc. Donc je voudrais dire à toutes ces personnes sur la Côte d'Ivoire de revenir. Et puis, de mon analyse des élections qui sont passées, depuis là, je ne me suis pas encore prononcé, mais quand nous voyons les élections qui sont passées en Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu d'affluence. Toutes les zones où les gens ont pu voter, c'est encore les régions où les gens ont à l'esprit que la Côte d'Ivoire est leur propriété privée, où les gens ont encore à l'idée que là-bas, c'est les dozos qui peuvent être maîtres de sécurité. Là-bas, ce n'est que les chefs de rebelles qui sont connus comme autorités. Tous ceux qui ont un peu voté dans les élections présidentielles sont les zones Siono. En dehors des zones Siono, les zones conquises pour Alassane Dramane Ouattara, la majorité des Ivoiriens se sont abstenus de voter. Et donc, Alassane Dramane Ouattara, il en est conscient de ces résultats-là. Tous les résultats qu'ils ont fait, ils ont même manipulé les résultats, mais ils n'ont pas abouti à un chiffre exact. En mathématiques, c'est les attitudes des chiffres. Donc, ils savent eux-mêmes bel et bien. Depuis là, les gens ne festoient pas leur liberté. Ils ne festoient. Je me demande, à vous aussi de creuser ce volet-là. Pourquoi les gens ne jubilent pas à Abidjan? Les gens ne jubilent pas à Korogo, à Bouaké, dans toutes les autres villes de la Côte d'Ivoire? Parce qu'Alassane Dramane Ouattara sait qu'il est assis sur une pente très glissante, dangereuse. Alors, si nous rentrons dans nos coquilles, il va encore prospérer, il va encore rester au pouvoir ad vida aeternam. Et donc, nous serons encore traités de chiens. Aujourd'hui, c'est chiens, animaux de compagnie, mais demain, on sera traités comme des grenouilles que Yacouba peut préparer, puis il n'y a rien. Donc, les gars, je tenais à vous dire, hein, ça à nous appartient notre liberté. Ne la léguons pas à personne d'autre. Laurent Gbagbo est aujourd'hui, il nous a passé un flambeau. Il nous a dit, continuez la lutte parce que je suis fatigué. À nous de continuer cette lutte-là, parce que parmi nous, il y aura encore des martyrs. Mais on doit continuer. Telle est la vie. C'est ce que je voulais dire ce soir, Hans, à tous nos débatteurs et à tous ceux qui sont sur ce panel. Il y a quoi à nos parents qui sont encore dans les hôpitaux. Mais je voudrais vous dire une chose. Hier, pour ceux qui étaient condamnés pour les tentatives de marche à Guibero, à Gagno, à Diango, ils étaient libérés. Ils ont recouvré leur liberté parce que les médias occidentaux sont en train de dire à Alassane Dramane Ouattara, tu ne laisses pas les opposants s'exprimer. À votre avis, pourquoi Alassane a suspendu les convocations contre nos leaders politiques? Parce qu'il sait que lui-même, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc nous devons maintenir le cap pour que les choses se passent bon comme nous voulons. Merci, Hans. Merci, Soleil. Je n'attendais pas moins de toi. Merci pour ton analyse vraiment très, très, très pertinente. Effectivement, il faut avoir une pensée pour les Ivoiriens, nos frères qui sont tombés pour rien en plus. Voilà. Juste parce que ils sont pas d'accord. Voilà. Donc, les gens à qui ils ont donné JT couvert,
juste parce qu'on ne partage pas le même point de vue ou alors politiquement, on n'a pas la même lecture des choses. Voilà, les gens les ont agressés. Et puis bon, je pense que tout ça, c'est vrai, c'est très douloureux, c'est très difficile, c'est énervant. Et moi, j'ai compris le cri de cœur de tous les Ivoiriens concernant cette situation-là. Mais voyez-vous, on va sortir de cela. Mais il y aura des responsables à ça. Vous voyez que Ouattara a dit clairement, il a appelé à ce que ses suiveurs puissent se défendre contre les chiens. Bon, c'est une note claire pour dire à une certaine population, en tout cas se réclamant de lui, mais d'attaquer d'autres populations. Donc, c'est lui qui est l'auteur et le responsable de ça. Vous pensez que tout ça, ce sont des faits anodins? Je ne pense pas. Donc, la phase de lutte telle que adoptée par l'opposition, je vais parler du Front républicain, parce que maintenant, là, on sait clairement qu'il y a dans l'opposition qui ne l'est pas. Vous voyez, avant, on était un peu mélangés. Hein, on sait pas trop, les gens, ils ont un pied dedans, un pied derrière. Voilà, ils sont dans des associations bizarres. Tantôt, ils parlent bien, tantôt, on les comprend pas. Maintenant, il n'y a plus d'ambiguïté. On sait clairement les opposants, les vrais en tout cas. On sait qui sont ces opposants-là. Et puis, on sait ceux qui ont décidé voilà, de s'associer à cette forfaiture-là pour faire du mal aux Ivoiriens. Donc, l'histoire va finir par départager les uns les autres. Nous savons derrière qui nous devons nous adosser, derrière qui nous allons nous ranger pour mener la lutte. Donc, on va retourner le tour des paroles. Donc, voilà, voici comment on fait la politique pour extirper de nos rangs ceux qui, normalement, ne devraient pas y être, mais qui ont fait croire qu'ils étaient de nos rangs. Les donneurs de proverbes, là, c'est-à-dire les maîtres en proverbes, là. Aujourd'hui, vous avez vu clairement, il n'est pas offusqué. On dit que les résultats des votes sortent la veille des élections. Toi, tu dis non, ça ne te dérange pas, on va laisser tout ça. Ce qui est important, c'est que tout s'est bien passé. Donc, quand on va aux élections, là, qu'est-ce qu'on va faire alors finalement? C'est pour participer, c'est pour gagner, ou bien c'est pour... Je comprends pas. Donc, vous voyez, tout est clair. Le président Laurent Gbagbo a toujours raison. Et c'est la conclusion que moi je tire concernant ces opposants-là, opposés à l'opposition. Voilà, tout est clair concernant ça. Donc, nous, on connaît véritablement les vrais opposants. Et c'est cette ligne qui nous ont montré là que nous allons adopter et que nous allons suivre. Tanguy, je reviens avec le tour des paroles. Donc, ce sera à toi et puis on repart. Bien entendu, hein, merci. Effectivement, il y a des opposants qui sont amoureux du pouvoir. On les a bien identifiés. Ils étaient parmi nos rangs, mais vous savez, dans une lutte, à un moment, il y a des gens qui décident d'arrêter la lutte. Pour plusieurs raisons. Parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils en ont marre, ou parce qu'ils estiment qu'elle est vaine. Et il y en a qui décident d'arrêter juste de s'asseoir. Il y en a qui décident d'arrêter et puis d'aller discuter avec l'adversaire. Voilà. Et ceux qui sont partis à ces élections-là, c'est cette race de prétendus opposants. Et il y en a qui, dans le cours du combat, oublient leurs idéaux, leurs idéologies, parce que cassé, et décident de recourir à des raccourcis. Mais la chance que nous avons, c'est que nous avons Laurent Gbagbo. En tout cas, nous au PPACI. Laurent Gbagbo, parce qu'il est historien. Et il comprend que dans l'histoire, la façon dont tu marches, qui est aujourd'hui ton présent, sera étudiée dans le futur comme de l'histoire. Et le président Gbagbo, il est tellement soucieux de laisser des belles traces qu'il a toujours fait uniquement la politique. Et ça, c'est très important. Et je continue d'encourager les camarades. Je pleure avec la population de Nayo, qui s'est fait lâchement agresser après que Alassane Dramane Ouattara ait demandé clairement à ce que ces militants agissent. C'est après ce discours à la place de la République qu'on a vécu les événements de Nayo. Donc il en est responsable. Soit le disait tantôt, les libérations en cours, parce qu'il y a des libérations en cours pour ceux qui ont manifesté à Gagnoa, Guébérois, et bientôt on va libérer ceux d'Abidjan. Je le crois fermement. C'est parce que tout ça, ça affaiblit Alassane Ouattara. Quelqu'un qui a eu le bac, qui n'a pas triché au bac, qui n'a pas acheté son bac, quand on annonce les résultats, là, il sort pour danser. Mais quand tu as triché, quand tu as acheté ton diplôme, tu ne te réjouis pas parce qu'en réalité, tu sais que tu détiens un diplôme, mais tu ne détiens pas la connaissance liée à ce diplôme. C'est ce qui se passe avec Alassane Ouattara et ses militants. Ils savent pertinemment que nous n'allons pas nous arrêter là. Ils savent pertinemment que ce dans quoi ils sont là, c'est à la fin. Et comme ils le savent, ils ne peuvent pas se réjouir. Ils ne peuvent pas se réjouir. Sinon, depuis quand le procureur convoque des gens à la préfecture et on dit clairement qu'ils détenaient des armes de guerre, et puis ils ne s'y rendent pas, et puis subitement, on dit non, bon, c'est bon, dans tous les cas, on suspend. Non,
Non, non. Si vous êtes sûr que vous avez convoqué des gens, si vous êtes sûr qu'ils détenaient ou détiennent des armes de guerre, mais tu vas les arrêter. Celui qui détient une arme de guerre, là, on va le chercher, il s'est déplacé venir vers toi. Donc, vous voyez, Alassane Ouattara est affaibli. C'est pour ça qu'il faut continuer. C'est pour ça que notre parti, le PPACI, a décidé de marcher le 8 et j'espère que le PDCI et tous les autres partis sérieux de l'opposition vont rejoindre la marche du 8. Parce qu'il ne faut pas laisser ce pouvoir qui n'en est plus un respirer. On va leur mettre la pression et la pression du peuple. Parce que nous, c'est le peuple qu'on connaît. C'est le peuple qu'on connaît. On ne connaît pas les Kalachnikov. On ne connaît pas ça. On connaît que le peuple de Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça qu'on est à l'aise avec le peuple. C'est pour ça qu'on peut se lever, nous, et puis parler. C'est pour ça que les cadres de notre parti peuvent se lever et puis parler. Parce que quand on regarde leur histoire politique avec le peuple de Côte d'Ivoire est claire et nette. En politique, il faut éviter les raccourcis. Je comprends qu'il y ait pour certaines de l'exaspération. Hein. Je comprends. Je comprends. J'imagine que autour du président Laurent Gbagbo, en 45 ans et plus de lutte, il a eu des collaborateurs aussi au moins qui étaient exaspérés. Mais il leur a toujours dit que c'est seul le peuple qui donne le pouvoir. Voilà. J'ai entendu dire que ouais, je décourage les gens qui veulent faire des luttes armées. Vraiment, la lutte là, qu'on le dit ici, elle est multiforme. Nous avons choisi de faire la politique. Ceux qui ont choisi autre chose, ils sont libres de le faire. Dans tous les cas, s'ils réussissent aussi, nous tous on va danser, mais ce n'est pas nous qui avons fait. Souvent, dans une maison, c'est une seule personne qui prépare la sauce graine et puis tout le monde mange. Quand tout le monde a faim, bien entendu. Mais ce n'est pas notre voie. Et ça, je le rappelle, je le précise. Et Bitignon qui est du PDC, il l'a dit, on connaît bien le PDC aussi, on connaît leur chemin. C'est le chemin du peuple. Et c'est pour ça qu'on a des bonnes traces dans l'histoire. Maintenant, il faut mobiliser. Il faut continuer à mobiliser parce que c'est vrai. Les chiffres nous donnent raison. Les chiffres nous disent que nous sommes majoritaires. Je pense que 2 jours avant le retrait, le jour où on devait arrêter le retrait des cartes d'électeurs, il y avait 9% de l'électorat qui avait retiré ses cartes. Ils ont prolongé 2 jours plus tard. On a appris que lors du vote, lors du braquage électoral, les gens pouvaient retirer même leurs cartes sur place pour voter. On a appris que certains se sont rendus pour retirer leurs cartes d'électeurs, mais ça avait été déjà retiré. Donc, on sait qu'on peut être dans une marge de 12% de taux de participation pour être sérieux, même si certains médias internationaux comme ça à 20 et que le RHDP comme ça à 45-50. Donc, ça veut dire qu'on a 80% minimum de la population élective qui est restée chez elle. Maintenant, imaginez que cette population-là se lève. Imaginez que ces 4 à 6 millions, ces 5 à 6 millions, voire un peu plus, se lèvent. Le nom tacite qu'ils ont dit à Alassane Ouattara, ils décident de donner un nom vrai fort. Mais ce pouvoir ne tient pas. Il a mis 44 000 soldats dans les rues. Mais imaginez 5 millions, 5 millions de personnes dehors. Imaginez même juste 1 million de personnes dehors. Imaginez même juste 300 000. Et nous, c'est à cela qu'on va appeler et encourager. On va sortir le 8. Si ça ne suffit pas, on sortira le 10. Si ça ne suffit pas, on sortira le 12. Mais dans tous les cas, nous allons rendre ce pays-là ingouvernable. Mais ingouvernable par les voies démocratiques. Ingouvernable par des marches. Non pas par des armes. Nous n'appelons pas cela. Parce que demain, nous voulons être à l'aise dans ce pays. Demain, nous voulons être à l'aise de tenir des débats. Nous voulons être à l'aise de nous nourrir dans la glace. Parce que je vous le dis, Hans l'a dit tout à l'heure, les autres ont l'a dit, d'autres l'ont dit, les Bitimé, tout le monde l'a dit. Il y a des gens qui ont pris des armes dans ce pays, ils ne sont plus là. Il y a des gens qui ont lutté pour installer, parce qu'on empêchait certaines personnes, selon eux, de porter un boubou. Aujourd'hui, là, ils ne sont plus là pour jouir de boubou en Côte d'Ivoire. Ils ne sont plus là. Et nous, on a envie d'être là. On a envie de parler, on a envie d'être face à des gens et puis donner des programmes politiques sans qu'on nous dise que hier, on a fait ci, on a fait ça. Donc, j'encourage et je continue d'encourager, je ne vais jamais cesser de le dire. Si tu aimes Gbagbo, si tu es du PPACI, si tu es militant ou sympathisant, ne rentre pas là où on te parle d'armes.
Là, on te dit d'apporter tes 5 euros, tes 2 dollars, tes 10 dollars pour acheter des armes. Si tu fais ça, c'est que tu n'es pas PPACI. Si tu fais ça, c'est que tu n'as rien compris de l'idéologie de Gbagbo. Si tu fais ça, c'est que tu es un aventurier et tu n'es pas de nos rangs. Oui. Tu n'es pas de nos rangs. Et je termine pour laisser la parole pour dire, dans la vie politique d'une nation, des événements exceptionnels peuvent arriver. C'est pour ça que le président, dans son interview avec Alain Foucault, a dit, ce sont les coups d'État civils qui engendrent les coups d'État militaires. C'est ce que j'appelle événement exceptionnel dans une nation. Cet événement-là, il peut arriver. Ce scandale, parce que ce sera un scandale, il peut arriver. Mais comme dit la Bible, malheur à celui par qui le scandale arrivera. Mais il y a des scandales qui sont prévus. Seulement, ce ne sera pas nous. Parce que nous allons continuer à marcher, jusqu'à ce que Alassane Ouattara tombe. Et il tombera. Merci. Merci, Tanguy. Un moment d'intervenir rapidement, et puis je vais laisser la place. Merci. Ouais, non, je vais pas durer. Je salue mon frère, mon beau-frère Zara. J'espère que tu vas bien. Hans, tiens, un jour, il y a un monsieur, le président du COGEB, qui a fait un proverbe. Il a fait le proverbe en BT. Il disait, alors, moi, je viens ici, à Guibérois, il y a des jeunes gens qui ont été arrêtés, et il y a même qui ont perdu la vie. À Briewa, dans le canton de Kriri, un jeune homme a été lâchement assassiné. À Nayo, il y a des habitants qui ont été nuitamment assassinés. Tout ça en fait partie des populations de l'Ouest et de la Côte d'Ivoire, dont est originaire M. Charles Bleu Goudé, président du COGEP. Alors, et quand il prend la parole, il dit que lui, il est content parce que ces élections se sont bien déroulées. Il n'y a pas eu d'incident majeur. Donc, Hans, tu sais, dans la vie, là, quand tu fais des choses, il faut être lucide. Parce que ça te rattrape. Donc, lui, là, il n'est pas capable de guérir son propre ventre. Parce qu'à Guibérois, les gens souffrent. Les gens ont souffert de ces élections. Et c'est lui qui vient nous dire que ces élections se sont bien passées. Vous voyez? Moi, je soutiens totalement ce que vient de dire Tanguy. Nous autres, là, nous ne sommes pas des adeptes des armes. Mais, mon frère Siei, on ne peut pas dénoncer une situation. On ne peut pas dénoncer une anomalie, comme tu le dis, et faire pareil. Ça n'a pas de sens. Raison pour laquelle, quand nous prenons la parole, nous sommes toujours attachés au droit. Parce que, c'est-à-dire, ce pays-là, il a plusieurs ethnies. Il n'y a que par le respect de la Constitution et du droit qui va nous permettre de vivre ensemble. Voilà. Donc, le combat, là, il n'est pas fini, il commence. C'est maintenant qu'il commence. Voilà. Donc, ne perdez pas espoir. Tout à l'heure, quelqu'un l'a si bien dit. On a c'est-à-dire l'avenir de la Côte d'Ivoire dans nos mains. Si, est-ce que tu vois un monsieur comme Hans, un monsieur comme Tanguy, qui va, même un monsieur comme Soleil, ils vont aller en Côte d'Ivoire demain pour faire de la politique. Est-ce que tu penses qu'il y aura du répondant en face? Ces gens-là, ils sont habitués à la violence. Or, ces gens-là, ils sont habitués à l'argumentation, au développement, au respect des principes. C'est ça les questions. Et cette nouvelle Côte d'Ivoire, là, elle est possible. Et quand elle va émerger, là, tous ceux-là, ils seront mis de côté. Et moi, je l'ai dit souvent, hein, faut pas qu'ils aient peur. N'ayez pas peur. Quand le pouvoir va changer, là, n'ayez pas peur. Pourquoi? Parce qu'on va vous imposer la démocratie. On va vous imposer la justice. Et on va vous imposer la liberté. C'est ça les questions. Voilà. La dernière fois, ils sont partis demander pardon pour les tueries des Nayo. Les chefs de village les ont chassés. Pourquoi? Parce que nous voulons d'abord la justice. Le pardon, là, c'est les hommes qui demandent pardon, qui donnent le pardon. Mais avant cela, il faut la justice. Vous ne pouvez pas venir brûler des gens et venir demander pardon. C'est pas possible. En tout cas, Hans, merci beaucoup pour m'avoir donné la parole sur le panel. Et je vous souhaite une bonne continuation. Moi, je viens d'arriver, donc je vais descendre. Merci à vous. Merci, chef Fred Bitignon. Merci aussi pour les autres panélistes qui sont encore là. L'applaudage, ça fait plaisir. Jersiou, Aïlé, bonne arrivée au doyen Zara et puis au frère Silva. Donc, c'est les deux qui n'ont pas encore pris la parole sur le panel. Donc, je vais leur passer la parole rapidement. Silva, vas-y. Après, ce sera Zara tout. Merci. Ou pour le respect, je donne la parole au grand frère Zara.
s'il est disponible. S'il est disponible. Ah, je vois. Zara, Doyen, t'es là? Non, Je vais vas-y, descendre. je vais parler. Je vais descendre, excusez-moi. Je vais écouter les, voilà. D'accord, Les ok. bâtonniers de la politique. Les bâtonniers de la politique, ils sont soleil. Non, allez, là, j'étais comme ça. La Blondasse, merci. Hein. Reste sur le panel et puis envoie ta demande à n'importe quel moment. On aurait aimé écouter la Blondasse son donner toute parole avant qu'elle descende, non? Oui, effectivement. J'ai beaucoup aimé. Ouais. La Blondasse, remonte. La Blondasse, ramène ta demande. Hein. J'ai beaucoup apprécié ton intervention. Voilà, reviens pour, avant que tu partes, donne une dernière, cette dernière saveur. Voilà. Oui, Tanguy, je suis là. D'accord. Zara, permettez, bon, elle n'est pas bien longue, juste 3-4 minutes rapidement, et puis Zara, et puis Sylvain. Sylvain, merci beaucoup, hein, merci pour ton geste technique en tout cas, merci, c'est un geste respectueux. Blondasse, vas-y. Oui, donc je disais tantôt que nous sommes venus en politique en tant que démocrates, voilà, parce que pendant 30 ans, il s'est battu dans l'opposition pour installer le multipartisme. Voilà, donc moi personnellement, pour nous, je ne vais pas dire adeptes, mais pour nous qui sommes du PPACI, on ne peut pas avoir une autre route que celle qui est contrainte à la violence. Non, c'est pas possible. Voilà, parce que ça ne rentre pas dans les convictions, même dans l'idéologie même de M. Laurent Gbagbo. Voilà. Donc, on reste droit dans notre botte qui est de la démocratie et non d'une autre convention ou quoi que ce soit. Voilà. Parce qu'on se rappelle qu'en 2010, 2011, depuis 2002, ce sont eux, voilà, qui sont tellement nuls en politique, qui sont venus par les âmes et pour nous enterrer. Donc, aujourd'hui, je ne me vois pas prendre une autre voie à part la voie diplomatique et la voie politique pour accéder au pouvoir. Voilà. Si le peuple y participe, j'ose espérer que le peuple ivoirien ouvre les yeux, qu'ils comprennent vraiment leurs droits, voilà, que leur constitution est en train d'être piétinée et même bafouée, voilà, qui entache l'image de notre belle République et qu'on revienne sur nos pas pour vraiment prendre conscience de la gravité de la situation qui s'impose à nous en ce moment et puis on verra la fin de la situation. De toute façon, ils vont sauter. 4 mandats, c'est trop. Voilà. 1 fois, 2 fois, 3 fois, et 4 fois, ça devient de trop. Ça devient de trop. On ne bâillonne pas une démocratie. Voilà. Et au peuple ivoirien, j'aimerais vous dire que la démocratie, elle s'arrache. La liberté, elle s'arrache. Aucune liberté n'est donnée facilement. Même nos ancêtres ont fait 400 ans avant d'avoir une liberté. Pourquoi nous qui sommes autant modernes, on veut que tout descende du ciel pour qu'on ait une liberté? Arrachons notre liberté à ce régime moribond, à ce régime de dictateurs. Voilà. Nous sommes une république et on reste une république. Nous, en aucun cas, nous avons opté pour la monarchie. Voilà. Donc, ceux-là, même on va prendre le pouvoir, il faut même plus qu'on ait opposant, même qu'il y a même les leaders, même des RDR, RHDP, doivent être bannis de la Côte d'Ivoire. Voilà. Parce qu'ils ne rentrent pas du tout dans le jeu de Oufoué ou même dans le PPACI. Voilà. Donc, on va ouvrir le jeu politique pour que tout le monde y participe pour une nouvelle Côte d'Ivoire, tout simplement. Donc, rendez-vous le 8 novembre. Voilà. Le 8 novembre, on sort pour la liberté. Merci beaucoup, la Blondasse. Merci beaucoup. Merci. Donc, je passe la parole à Soleil, à Tanguy, à Zarata, les bâtonniers de la politique. Je suis en bas, je vous écoute, les doyens. Je descends. Merci beaucoup. Restez avec nous. Merci. Zara, doyen, tu es là? Je suis là. Oui, je salue tout le monde. Ça fait quand même un bail, les gars. Ça fait quelques jours, on n'a pas parlé, on n'est pas venu sur les réseaux pour parler. Parce que nous, on parle, hein. Nous, on parle. On ne bavarde pas. Il y a une différence entre bavarder et parler. Voilà, nous, quand on vient, on parle. Quand on vient, on a un message à donner. Quand on vient, on a un thème à aborder. Quand on vient, on a un débat à mener. On a quelque chose à s'aimer, en fait. On ne vient pas pour bavarder. On ne vient pas comme si on avait pris la pause café après avoir travaillé, la petite pause café de 10 minutes, et puis bon, on raconte n'importe quoi, tout et n'importe quoi. Et le silence était dû au fait que bon, on sort d'une situation, on sort d'un événement, bien entendu, on sort d'un événement, et il fallait donc prendre la mesure de ce qui s'est passé et puis analyser ce qu'il y a lieu de faire. Et maintenant que nos leaders, nos partis ont décidé d'une action à mener, donc nous sortons pour pouvoir accompagner, n'est-ce pas, cette action-là. Cette action-là, c'est la marche du 8 novembre 2025. Donc dans quelques jours, dans une semaine, quelques jours. C'est cette marche-là. Le PPACI donc invite les Ivoiriens à descendre dans la rue pour continuer de dire non au 4e mandat. Parce que le 4e mandat, on doit dire non. On doit dire non. On doit dire non malgré
la force qui nous est opposée, malgré la violence qui nous est servie, on doit continuer de dire non. Parce que si on laisse la violence nous fermer la bouche, si on laisse la violence nous arrêter, nous clouer, nous immobiliser, si on laisse la violence prendre le dessus sur nous parce qu'il y a la violence en face, on va laisser les choses se faire. Ça voudra dire que on a abdiqué, ça voudra dire que on s'est soumis volontairement au quatrième mandat. Un quatrième mandat qui sont très faux. Ils sont très faux non seulement dans les oreilles de nous qui allons le subir, mais ça trône aussi très faux dans les oreilles de ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont permis à Alassane Ouattara d'être là où il se trouve. Mais les gens n'avaient pas imaginé ce scénario. Mais nombreux sont aujourd'hui des journalistes de la presse occidentale, mais des gens qui disent, sans même porter des gants, qui nous parlent des quatrième mandats. On nous parle des quatrième mandats, on nous dit qu'il a pris le pouvoir en 2011 et qu'il est encore là, il est dans son quatrième mandat. Et on le compare aujourd'hui à Paul Biya, on le compare aujourd'hui au président congolais, hein, qui lui aussi a fait 40 ans. On les compare. En fait, il est aujourd'hui dans la catégorie des présidents qui sont des dictateurs, des gens qui sont en train de mettre en place une autocratie, des gens qui sont en train de mettre en place ce qu'on a appelé dans l'ancienne France, ce qu'on a appelé la monarchie. La Côte d'Ivoire est en train d'être monarchisée. Sous l'empire d'Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire est en train d'être monarchisée. Et ça, c'est à nous de dire non. C'est à nous de dire non. Moi, excusez-moi, mais je suis tellement, comment je vais dire, omnibulé, je suis tellement la tête enfoncée dans la révolution française, dans ce qui s'est passé en France, que quand je parle de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, je ne peux pas ne pas parler de ça. Mais en France, il y a eu une révolution, hein. Il y a eu une révolution, mais bien avant même qu'il y ait donc la résistance de l'après-guerre, sinon de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, mais il y a eu une résistance. La résistance contre le système d'alors, c'est-à-dire que la résistance contre la monarchie, les gens ont dit non à la monarchie, les Français ont dit non à la monarchie. Ils ont voulu qu'il y ait une autre forme de gouvernance. Ils se sont battus pour qu'il y ait la commune. Après, ils sont passés à la République. Donc, on ne peut pas être dans une République et puis être gouverné. En fait, on est une République de façade, mais être gouverné pratiquement comme une monarchie. Et ça, nous devons dire non. Nous devons dire non. Quoi que cela nous coûtera, nous devons dire non. Non, et ce non-là doit se faire dans la rue. Tout à l'heure, en parlant de ce qui s'est passé en France, j'ai parlé de République, j'ai opposé la République à la monarchie. Mais effectivement, on est dans ça. Quand on est dans une République, on doit avoir une démarche républicaine. Et la démarche républicaine, mais c'est celle qui consiste à dire ce qu'on pense quand on le pense, ou on pense comme on le pense, mais en utilisant les canaux que nous donne la République. D'accord? Et nous, les canaux que nous avons décidé d'utiliser, ce sont les canaux, voilà, ce sont les marches, ce sont les meetings, ce sont les manifestations de ce genre-là. C'est en fait d'impliquer le peuple qui est un élément de la République, parce que la République, c'est la res publica, la chose de tout le monde. Le peuple qui est un élément important de la République, impliquer le peuple dans, n'est-ce pas, dans l'acquisition de sa liberté, impliquer le peuple dans le combat citoyen que nous voulons mener. Donc c'est ça. Donc c'est pourquoi nous demandons aux Ivoiriens de retrouver la rue. Nous devons retrouver les rues. Ce 8 novembre-là, nous devons retrouver les rues pour dire non au quatrième mandat. Mais nous devons le faire de façon bruyante, de façon massive. Maintenant, après, il y a des alternatives. Il y a des gens qui nous parlent de solutions alternatives. Voilà. En fait, les solutions alternatives, ceux qui le disent, alors ça me ramène encore en France, dans la Révolution, dans la résistance française. Mais dans la résistance, là, il y avait plusieurs façons, il y avait plusieurs méthodes de résistance. Il y avait la méthode qu'on a appelée les attentistes, et puis il y avait l'action directe. Donc, en fait, ceux qui ont d'autres méthodes, ceux qui pensent que notre méthode qui consiste à aller dans la rue, qui est une méthode démocratique, qui est une méthode républicaine, les gens qui estiment que cette méthode-là, elle ne sied pas, et qu'elle est lente, et qu'elle n'aboutira pas, ceux qui ont la conviction que cette méthode-là n'aboutira pas, mais personne ne les empêche de faire ce qu'ils savent faire. Personne. Personne. Moi, je vais vous le dire aujourd'hui là, de façon claire, de façon nette. Moi, si on réussit à enlever Alassane Ouattara par la voie démocratique, par la voie républicaine, je serai très content parce que c'est ma voie. Maintenant, ceux qui réussiront à utiliser d'autres méthodes, ceux qui ont la possibilité d'utiliser d'autres méthodes pour pouvoir enlever Alassane Ouattara, s'ils réussissent à le faire, qu'ils nous donnent la garantie ou bien qu'ils réussissent à instaurer un climat républicain, nous, ça ne va pas nous poser de problème.
Mais nous ne sommes pas initiateurs d'une action d'une atteinte, en fait, d'une action armée. Nous ne sommes pas initiateurs de cela. Et nous ne sommes pas partants pour cela. En tout cas, à l'heure où je parle, on n'est pas partant pour cela. On est partant pour une action qui est claire, c'est l'action populaire. Nous voulons que la voix du peuple soit la voix de Dieu. Et elle a toujours été comme ça. Voyez-vous, en réalité, j'ai mon frère Tanguy qui a pris la parole tout à l'heure, qui nous a dit que le taux de participation qu'ils ont donné n'est pas le vrai. Mais effectivement, c'est vrai que le taux de participation qu'ils ont donné est faux. Parce que, en raison du taux même de retrait des cartes, les sources très fiables nous disent qu'il y a eu 17% de taux de participation. 17% de taux de participation. En fait, en réalité, il y a eu 1 456 638 personnes qui ont participé à cette élection-là. Ça veut dire que autant les patriotes ivoiriens n'ont pas participé à l'élection, réellement, ils n'ont pas participé à l'élection parce qu'ils ont refusé, ils n'ont pas voulu accompagner la forfaiture. Mais il y a eu aussi que, parmi eux, il y a eu des hésitations parce que c'était une élection qu'ils ont considérée, c'était une élection qui n'avait plus d'objet. Étant entendu que les strapotins qui étaient avec eux ne valaient pas le coup. Voilà, c'était de faire valoir. Donc, ils savaient que le plus important, c'était pas si Alassane Ouattara allait gagner, mais c'est comment il allait gagner. Donc, ils se sont dit, bon, il n'y a pas d'objet. Donc, l'élection a été boudée, a été véritablement boudée. Il n'y a pas eu d'élection. Et ça, je voudrais donc emprunter à Eli Pada son expression qu'il n'y a pas eu d'élection. Oui, effectivement, il n'y a pas eu d'élection. C'est pourquoi nous, peuple de Côte d'Ivoire, nous qui avons la souveraineté, parce qu'il est important de le dire, la souveraineté est populaire. La souveraineté revient au peuple. Quand on parle de souveraineté, en fait, c'est le souverain. C'est-à-dire que c'est celui qui commande. C'est celui qui possède l'autorité dans l'État. C'est le peuple de Côte d'Ivoire qui a l'autorité. Celui qui est le chef. C'est le peuple de Côte d'Ivoire qui est le chef. Et le peuple de Côte d'Ivoire, il délègue son pouvoir à une personne, mais ce n'est pas complètement, il ne lui donne pas tout son pouvoir. Il lui délègue son pouvoir pour un moment bien précis et dans certaines actions. Mais ça ne veut pas dire que le fait d'avoir délégué, le peuple perd son pouvoir. Donc, non seulement la Constitution n'est pas souveraine, encore moins le président de la République. Le souverain dans une république, c'est le peuple. Le souverain dans une république, je répète, c'est le peuple. Et donc, si tu es souverain, ça veut dire que c'est toi qui décides. C'est toi qui donnes l'orientation qu'il faut. Quand on parle d'une élection, là, on veut voir qui est populaire, qui a la plus grande partie du peuple avec lui. C'est ça l'expression de la souveraineté populaire. En fait, par la voie de l'élection. Donc, puisque ça n'a pas eu lieu, et que nous, peuple de Côte d'Ivoire, on estime qu'on a droit à une élection libre et transparente, et une élection démocratique, on a droit à cela, puisqu'on l'estime, et puis c'est notre droit de l'estimer. Donc, nous allons nous battre pour non seulement dire non au 4e mandat d'Alassane Ouattara, mais pour qu'il y ait une nouvelle élection présidentielle qui soit organisée dans les conditions fiables, dans les conditions de transparence, dans des conditions démocratiques, les conditions mais que nous observons dans les autres pays du monde. Mais on nous dit que non, ces pays-là ont plusieurs années de démocratie en avance. Donc voilà, non, on n'a pas besoin de revivre l'histoire ancienne. Attends, on nous dit que on a seulement une 60aine d'années d'indépendance, donc voilà, on doit faire doucement, aller doucement. Mais pourquoi, quand on utilise les ordinateurs qui sont fabriqués il n'y a pas longtemps, on utilise les téléphones qui sont fabriqués il n'y a pas longtemps, on se met au diapason de la technologie? Pourquoi on ne se dit pas que non, comme il n'y a pas longtemps qu'on est rentré dans le monde moderne, et comme on n'a pas encore, on n'était pas présent à l'heure de l'industrialisation, hein? Donc il faut d'abord qu'on commence par l'industrialisation pour arriver là. Non, ça c'est un faux débat. Ce que je voudrais dire, c'est par là que je vais chuter. Nous avons notre destin en main. Voilà, nous avons notre destin en main. Nous avons décidé de gagner ce pari-là. Et nous allons le gagner. Voyez-vous, Alassane Ouattara, et là, c'est un faux débat que les gens posent. Là, on dit que il y a aucun président qui n'est appelé Alassane Ouattara pour reconnaître sa victoire, parce on attend d'abord que le Conseil constitutionnel se décide. C'est faux. C'est faux. Dans les élections précédentes, dès que le Conseil, la Commission électorale déclare quelqu'un vainqueur, il y a déjà une flopée de lettres de reconnaissance, de félicitations qui arrivent. Ouattara n'est pas félicité par qui que ce soit parce qu'il ne sera pas félicité. Les gens même qui vont prendre leur stylo pour le féliciter là, mais c'est la honte. Donc, ça veut véritablement dire que la balle est dans le camp du peuple de Côte d'Ivoire, la balle est dans notre camp, et eux, c'est eux qui sont dans la reculade, c'est eux qui sont dans la peur. La preuve,
20 de nos camarades, 20 de nos responsables, c'est-à-dire 13 au PPACI et 7 au PDCI RDA, avaient été convoqués par la police, la préfecture de police. Et quelques heures plus tard, ils ont fait un rétropédalage et ils ont dit non, ils l'ont suspendu. C'est faux, ils n'ont pas suspendu, c'est annulé. La convocation n'aura pas lieu parce que, eux aussi, ils reçoivent. Les gens leur disent, mais attendez, vous poussez trop loin le bouchon. Donc, eux, ils sont dans une position, aujourd'hui, ils ont peur, ils sont dans la reculade. Nous devons continuer de mettre la pression. Et la pression, on ne peut la faire que dans la rue, parce que c'est dans la rue que nous allons démontrer qui est beaucoup. La question, ce n'est pas de démontrer qui est fort. Parce que la question politique n'est pas une question de force. Oui, c'est une question de démonstration de force populaire, mais ce n'est pas une démonstration de force des muscles. Donc, on ne va pas s'affronter dans les rues. Et je pense que la police et tout ce que l'État de Côte d'Ivoire paye en Côte d'Ivoire pour assurer la sécurité des Ivoiriens et de nos frontières, toutes ces personnes-là vont comprendre cela et vont nous donner la possibilité de démontrer que ce qui s'est passé le samedi dernier, c'est une parodie. C'est une comédie, c'est une plaisanterie de mauvais goût et que les Ivoiriens souhaitent qu'il y ait la reprise de l'élection présidentielle. Enfin, d'ailleurs, pas de reprise, que les Ivoiriens souhaitent qu'il y ait l'organisation d'élections présidentielles parce qu'il n'y a pas eu d'élection présidentielle. Donc, nous souhaitons l'organisation d'élections présidentielles. Nous voulons qu'il y ait un toilettage de la commission électorale indépendante. Vous voyez, et ça, excusez-moi, parce que les informations, quand ça vient, il faut que je les donne. Le président de la commission électorale indépendante a fait une conférence aujourd'hui, il a rencontré des gens. Les gens lui ont posé des questions, il y a répondu. Est-ce que vous savez ce qu'il a dit? Il a fait un aveu de taille. Le président de la commission électorale indépendante dit qu'après l'organisation de l'élection municipale, de l'élection législative, il faudra changer la forme de la commission électorale indépendante. Il dit il faudra changer la forme, le format, tout, il faudra changer ça. Ça veut dire qu'il reconnaît que ce format-là n'est pas bon. Mais ce format qui n'est pas bon, que tu souhaites qu'on change là, c'est sous son empire que tu organises l'élection présidentielle, que vous voulez que nous validions. Non, on ne va pas valider. Non, on ne va pas valider. Battons-nous, parce qu'on tient le bambou. On tient le bambou. Alassane Ouattara est dans une position de doute. On tient le bambou. Et poussons le bouchon jusqu'à où on peut le pousser et ils vont tomber. Nos camarades vont entrer. Le président Laurent Gbagbo, il sera là, il va conduire son parti. Nos camarades vont sortir de prison parce que c'est pas le combat, hein, c'est pas la lutte qui sortiront du combat, ils sortiront de prison. Nos camarades vont sortir de prison. Le président Kylian Thiam va rentrer, nos exilés vont rentrer. Tous ceux qui ont fui, tous ceux qui sont partis, voilà, je parle de Brendoumi et autres, ils vont rentrer. Soro Guillaume aussi, il va rentrer. Mais il faut qu'il rentre par la voie que nous suggérons. Maintenant, s'ils ont d'autres voies, je ne sais pas ceux qui ont ces voies-là, mais s'ils ont d'autres voies, qu'ils fassent ce qu'ils peuvent faire, mais nous ne sommes pas impliqués, ni de près, ni de loin, à une action violente. Je vous remercie. Merci, doyen. Waouh. Discours d'anthologie, analyse propre, pertinente. Il n'y a rien à dire. C'est même plus si on doit continuer le panel. Et là, tu finis comme ça. Tu dis tout. À tel point, à telle enseigne que c'est difficile de rajouter juste après ta prise de parole. Merci, doyen. Waouh. En tout cas, c'est exactement ça ce que tu as dit là. Merci. Sylvain. Et j'ai apprécié aussi. Nous, on ne bavarde pas, on parle. Exactement. Je pense que la Blondasse a une question, je crois, si je ne me trompe pas. Ouais, tu peux. Ouais, si un peu, il n'y a pas de problème. Est-ce que j'ai vu dans les commentaires qu'elle avait une question avant que je n'intervienne? Là, ramène ta demande, s'il te plaît. J'ai vu que tu es tombé. Donc, vas-y, Sylvain. Oui, vas-y. Je peux poser la question. Ma question, je ne sais pas si pour l'instant ma question est nécessaire ou pas, mais je la pose quand même. Bon, là, on nous dit que Soro Guillaume est dans le trop, c'est trop. Bon, moi, je pense qu'il n'est pas dans le front commun parce que Gbagbo n'a pas fait de communiqué officiel pour dire dans le front commun. Donc, je suppose que c'est le PDC, RDA et le PPAC qui sont en front commun. Voilà. Et ses alliés Kapsi et autres. Et j'aimerais savoir, en toute honnêteté, le cas de Soro, comment est-ce que ça va se passer? Ça me travaille. Parce que je n'arrive pas à... J'ai du mal. En toute honnêteté, j'ai du mal. Donc, si brièvement, quelqu'un peut m'éclairer, ou soit je passe là-dessus, puis une prochaine fois, ben, on en parlera. Ou voilà, c'était ça vraiment ma question. Motion, sautons ce chapitre là, pardonnez, sautons ça, pardonnez. Non, mais ça t'as fait là, mais fait.
Allons-y ensemble, prendre pouvoir, et puis après, on va voir. Mais à quel moment on peut être naïf? Vous pensez que... on va aller ensemble? S'il te plaît, ma soeur, la blondasse, je vais te répondre. Guerre, c'est où? Je vais répondre. Je vais faire une précision, parce qu'il y a beaucoup de confusion que les gens font. Il faut que cela soit clair pour chacun de nous. Le combat dans lequel nous sommes là, ce n'est pas un combat de prise de pouvoir. Il faut que cela soit clair. On ne se bat pas pour prendre le pouvoir. Le combat a deux niveaux. Le premier niveau dans lequel nous sommes présentement là, c'est se battre pour que Ouattara ne fasse pas le 4e mandat, se battre pour qu'on puisse avoir des conditions d'une élection libre et transparente. D'accord? Si on a organisé les élections libres et transparentes, et que ceux qui ont le droit de voter, c'est-à-dire qu'on ne fait pas d'exclusion systématique, on ne fait pas d'exclusion ciblée, quand on va à une élection libre et transparente et que la volonté populaire s'exerce, celui qui va gagner le pouvoir, il va appliquer le programme qu'il aura présenté aux Ivoiriens. Et dans ce programme-là, s'il a résolu ou bien s'il a prévu quelque chose contre Soro Guillaume, mais il va le régler comme il a prévu. Il va réaliser sa promesse de campagne. Mais là où on est aujourd'hui, là, on n'est pas en train de régler le problème de Soro Guillaume. La question de Soro Guillaume n'est pas à l'ordre du jour. Parce que si tu as réglé la question de Soro Guillaume d'une façon ou d'une autre, est-ce que ça enlève Alassane Ouattara au pouvoir? Non. Ce n'est pas à l'ordre du jour. C'est le président qui va prendre le pouvoir après ce combat qu'on fait là. C'est lui qui va régler ce qu'il y a à régler. Et si la question Soro Guillaume se trouve dans son chapelet de solutions, de sortie de crise ou bien de sortie de quoi, c'est à lui de voir. Peut-être que ce sera le PPACI qui va prendre le pouvoir. Peut-être que ce sera le PDCI. Peut-être même que ce sera le GPS. Donc, franchement, cette question-là, voici comment je peux y répondre. Et j'espère que tu trouveras dans ma réponse l'inquiétude que tu avais, tu la trouveras, en tout cas, tu la trouveras résolue. Merci. Merci, doyen. Merci, doyen. Ça a été clair pour moi et limpide. Je pense que je vais passer là-dessus et on continue le combat. Merci. Merci. Voilà, je vais aborder maintenant ce que je voulais dire. Et merci à vous, les grands frères. Je vous remercie pour toutes vos interventions et votre sagesse. Et je voudrais également rajouter que la sagesse voudrait que malgré nos douleurs, malgré nos passés et malgré les difficultés qu'on a pu rencontrer durant toute cette histoire de la Côte d'Ivoire depuis l'avènement de cet ensemble de choses qu'on a pu contracter avec ce monsieur qui est au pouvoir, il faut quand même qu'on unisse nos forces pour restaurer la dignité et le véritable pouvoir du peuple ivoirien qui est souverain. Voilà. Ce que j'aimerais dire avant de continuer, c'est surtout la visite de compassion de Madame Nadiani Gbagbo à Bié. C'est donc à Yakassé, où dans ce qu'elle a donné comme intervention, elle a dit « Le président Gbagbo me charge de vous dire de rester fort et concentré parce que le combat n'est pas encore terminé. » Je m'adresse ici donc au peuple de Côte d'Ivoire, à la nation ivoirienne, à ceux-là donc qui sont ici avec nous et surtout dans le live de Hans, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, de rester concentré. La concentration demande une certaine, effectivement, une certaine force, une certaine détermination, un certain courage. Et il est important pour tout le monde de savoir que tant que nous avons aux côtés de nous, à notre côté, je vais le dire comme ça, le président Laurent Gbagbo, nous devons rester concentrés et déterminés et avoir cette force-là qu'il incarne dans sa lutte d'opposition depuis 30 années et voire même plus. Et aujourd'hui, notre ambition, notre mission, notre véritable objectif, c'est de reprendre le pouvoir, comme le dit si bien l'article 50 de la Constitution qui dit « La souveraineté appartient au peuple ». Voilà. Mes frères et sœurs, parmi nous, il y a beaucoup qui se sont dit « Mais c'est déjà trop tard, est-ce qu'il est possible encore de renverser la situation? Est-ce qu'il est encore possible, après cette mascarade électorale, comment j'appelle ça, ce coup d'état civil, de continuer encore ce combat? Si, il faut continuer ce combat. Parce que nous ne pouvons pas laisser notre pays nous échapper. Nous ne pouvons pas laisser la Côte d'Ivoire être aux mains des spolieurs. Si je dis ça, ouais, spoliateurs, et aux mains des gens qui, effectivement, veulent notre anéantissement. Vous savez quoi?
il est important de nous mettre en tête une seule chose. Tant que le peuple souverain de Côte d'Ivoire, qui a boudé cette mascarade électorale, tant que le peuple de Côte d'Ivoire, qui a dit non à cette injustice électorale, est là, est concentré pour dire non, on ne veut pas de ce 4e mandat anticonstitutionnel et qu'on veut qu'on restaure à la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens leur dignité, alors je suis sûr et certain d'une seule chose. Nous reprendrons notre pays entre nos mains très bientôt. Et cette conviction que j'ai est ferme et indéfectible. J'ai la foi et j'ai cette fermeté-là dans mes propos. Voilà pourquoi je vous invite le 8 novembre 2025 à cet appel de grande marche pacifique du PPAC, parce que c'est un appel politique. Mais nous qui sommes le peuple de Côte d'Ivoire, qui savons pertinemment que nous souffrons au quotidien, et qui savons que, après 15 années de gouvernance, 15 années de lâcheté, 15 années de mépris, d'arrogance, de condescendance d'un pouvoir qui est à l'agonie, nous devons être fermes, parce que ils nous ont traités de chiens. Mais dans les propos, et surtout dans l'intervention de Madame Nadiani Gbagbo, elle a dit quoi? Le président Gbagbo me charge de vous dire que ne vous animalisez pas, parce que c'est ce qu'ils veulent que vous fassiez. Ne dites pas que nous sommes des chiens. Restons humains et restons déterminés. Cette seule phrase m'a convaincu de dire à partir d'aujourd'hui, je ne dis plus, je suis un chien. Non, 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 non. Je suis un homme. Parce que mon guide a dit d'arrêter de dire que nous sommes des animaux. Et ça me va droit au cœur. Je parle ici en tant que militant, déjà, en tant que militant, parce que j'ai ma carte d'adhérent, effectivement. Je parle ici en tant que jeunesse du PPAC, bon, faisant partie de la jeunesse, je ne parle pas au nom de la jeunesse, mais je fais partie de la jeunesse du PPAC France, effectivement. Mais je parle en même temps en tant que Ivoirien, en tant que citoyen, en tant que un individu qui voudrait une véritable libération de son pays. Vous savez, c'est pas tout le monde qui est forcément adhérent, militant et autres, mais le fait d'avoir un leader qui met de la lumière sur la Côte d'Ivoire, à savoir le président Laurent Gbagbo, ça nous donne de l'espoir pour un avenir meilleur, un lendemain meilleur, comme on le dit. Et toutes ces personnes-là, toute cette population ivoirienne qui se reconnaît en la personne du président Laurent Gbagbo, se disent que notre seul espoir, c'est le président Laurent Gbagbo. Notre seul guide, c'est le président Laurent Gbagbo. Et en lui, nous avons notre confiance. Tant qu'il est là, tant qu'il est en bonne santé, tant qu'il est debout, tant qu'il combat politiquement, tant qu'il combat aux côtés de nous, nous serons toujours là pour lui et pour nous. Parce que notre seule ambition, c'est de reprendre le pouvoir. Le pouvoir appartient au peuple. La souveraineté appartient au peuple. Aucune section de la population ne peut s'en accaparer. Voilà pourquoi un peuple uni, déterminé, solidaire, fort, peut renverser même une armée, qu'elle soit puissante du monde. Et j'ai foi en cette jeunesse ivoirienne. Maintenant, quand je m'exprime en tant que simple citoyen, vous savez quoi? On doit prendre le pouvoir, quels que soient les moyens. Je le dis, et ça n'engage que moi. Je parle en tant que citoyen maintenant. On doit prendre le pouvoir, quels que soient les moyens. Parce que en face de nous, nous avons des gens qui ne comprennent que les rapports de force. Nous avons des gens qui ne comprennent que le massacre. Nous avons des gens qui, leur chef donne pour ordre, surveillez vos quartiers, parce que les chiens peuvent rôder autour. En disant cela, il prépare ses partisans à un affrontement civil, et nous aussi devrons nous apprêter pour ne pas subir que des pertes et qu'ils en réjouissent comme ils le font actuellement. Cette barbarie qui a été orchestrée à Nayo et dans d'autres villes et villages de la Côte d'Ivoire doit vraiment cesser. Doit vraiment cesser. Voilà pourquoi la jeunesse ivoirienne doit veiller et sécuriser nos villes. Veiller et sécuriser nos villages jusqu'à ce que ces barbares-là quittent le pouvoir. Jusqu'à ce que ces gens épris de terrorisme, épris d'enfer, épris de barbarie quittent le pouvoir. Et tant que nous n'avons pas pris le pouvoir, nous devons rester sur nos gardes. Je vous remercie. Merci Sylvain. Vraiment, à chaque fois que tu prends la parole, honnêtement, tu me surprends de jour en jour parce que tu es très objectif. Et puis, c'est ce genre d'analyse qu'on voudrait entendre, ce genre d'encouragement et tout ça. Merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir. Hein. Je te suis souvent sur d'autres panels et tout ça. Je vois comment tu t'illustres et tout ça. Vraiment, c'est exactement ce qu'il nous faut. C'est cette jeunesse-là que nous voulons voir à l'œuvre. On veut voir vraiment des jeunes beaucoup plus conscients, voilà, qui comprennent les enjeux, qui ne sont pas dans du fanatisme débordant, mais qui essaient de
poser le débat, réfléchir, voir le bien fondé des choses, et puis faire des analyses très subjectives, et puis plutôt objectives. Et ça, moi, je t'encourage là-dedans. Vraiment, merci. Je suis très fier de toi. Et puis, en fait, continue comme ça, parce que tu sais, en définitive, c'est de cette Côte d'Ivoire-là que on a besoin. Voilà, on a besoin. Il faut vraiment prendre le bon chemin. Donc, le chemin qui nous emmène à ne pas prendre le mauvais côté. Quand je parle du mauvais côté, je dis à prendre les raccourcis. Voilà, vous savez tous que les raccourcis, souvent, n'emmènent pas au lieu voulu. Voilà, ben, il faut prendre la route qui nous emmène de façon sûre et certaine au lieu ou à la destination qu'on a prévue. En tout cas, merci beaucoup, merci pour ton intervention. Je suis en train de dire la chose suivante par rapport à Cubière qui pose déjà le débat concernant l'existence ou pas de, comment on appelle ça, de la CEI. Voilà, Cubière qui dit qu'après toute cette forme d'élection-là, il faut penser véritablement à supprimer cette CEI-là. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce qui le pousse à faire une telle affirmation, mais moi je le disais tantôt, hein, la posture que nous adoptons est une posture qui pousse Ouattara à la faute. Voilà, ça pousse Ouattara à la faute. On a décidé de poser des actes qui demain ne nous retombera pas plein la gueule, quoi. Voilà, on a décidé de poser des actions qui sont très lisibles, mais surtout qui font corps avec la démocratie. On a comme l'impression qu'on avance lentement, mais moi je dis, on est en train de piéger Ouattara, on l'a vraiment piégé même en l'obligeant à aller tout droit dans un quatrième mandat. La pression de la candidature de Laurent Gbagbo l'a emmené à se jeter corps et pieds liés, mains et pieds liés dans un quatrième mandat. Je ne fais pas allusion ici à ses soutiens qui vraisemblablement ont adoubé ce quatrième mandat-là, mais je dis que, au demeurant, c'est lui qui prend tous les pots cassés. La responsabilité de tout ce qui se passe véritablement sur le terrain est imputable à Ouattara. Quand vous mettez dehors 44 000 soldats au vu de la sécurisation d'une simple élection, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui peut soutenir cette façon d'agir. Voilà, la Côte d'Ivoire n'est pas sujet à une attaque extérieure, ou alors il n'y a pas véritablement d'éléments appuyant cette décision-là. En fait, on comprend que c'est juste une forme de dissuasion. Donc tout ça concourt un peu à ce que Laurent Gbagbo a appelé mettre en place le braquage électoral. On est unanime ici que Ouattara en ce moment revêt une forme d'illégitimité, mais qui est claire, qui saute aux yeux. On a réussi un grand coup. Au lieu de faire un boycott actif, on a fait un boycott pour moi passif, si je peux m'exprimer ainsi. Je dis, le simple fait de marquer un fort taux d'abstention lors des élections a fini de montrer que, bien évidemment, sur 9 millions d'électeurs enregistrés sur, comment on appelle ça, la liste électorale, il y a au bas mot, si on veut accorder du crédit à Ouattara, et si on veut s'appuyer sur ce que disent les médias internationaux, il y a au bas mot 20% du taux de participation. 9 millions 20%, les gars. C'est ridicule. C'est ridicule, c'est avilissant, c'est rabaissant. Et puis, ça montre toute l'illégitimité dont Ouattara fait preuve. Ça prouve que, véritablement, les Ivoiriens... Donc, ça, c'est une forme de combat. Parce qu'on l'expose, clairement. On montre que il n'est pas adoubé, il est rejeté, vomi, et, bien évidemment, ce simulacre-là ne peut être apparenté à une élection. Donc, quand on le met dans cette posture-là, il est obligé de lâcher un peu du lest. Ouattara a convoqué toute la tête dirigeante des partis politiques tels que le PPAC, PDC et tout ça. Vous savez très bien que son objectif à lui, c'est de raser toute forme d'opposition. Parce qu'il veut diriger en maître absolu et il veut faire de la Côte d'Ivoire une monarchie bien organisée où personne n'aura rien à redire. Donc, c'est très clair que le fait qu'il ait émis cette convocation à l'endroit des différentes têtes dirigeantes des partis politiques visait cet objectif-là. Mais chemin faisant, il s'arrête. Et puis, voilà, lui seul, sans qu'on ne leur dise mot, ils annulent cette convocation-là. Bon, comprenez que dans cette forme des choses, telles que les choses se présentent, il y a forcément une situation qui montre que Ouattara peut pas tout se permettre. Voilà, il peut pas tout se permettre. Il y a quand même ce Rubicon-là qui, pour moi, il a déjà franchi, mais je pense qu'il peut pas aller au-delà de ce qu'il est en train de faire déjà. Et puis, c'est gênant de voir que des manifestants sont mis en prison en masse sans autre forme de procès, alors qu'ils ne font que juste revendiquer. Déjà que le quatrième mandat est illégal, est illégitime. Il dit quoi? Vous exposez toutes les stratégies? Oh, n'expose rien, frère. J'expose rien. Je suis en train de faire une lecture de la situation. J'expose quoi? J'ai dit que Ouattara, sûrement que il est dans une position très difficile par l'action que nous avons menée, par le boycott des élections. Il y a mis quelle stratégie d'ailleurs? Vous avez ça aussi, hein? Ok. Donc, j'étais en train de dire que ce que nous sommes en train de faire comme action porte des fruits. Donc, faut pas se relâcher. Voilà. La marche du 8, là, on a besoin de ce genre d'action-là pour soutenir ce qui se fait déjà. Par le fait d'avoir maintenu cette pression dans la rue, par le fait d'avoir fait des marches éclatées à travers les différentes régions, vous avez vu que ce n'est pas passé par perte et profit. C'est vrai que
On a eu vraiment des situations très difficiles. On a perdu des Ivoiriens dans cette situation-là, mais ça a eu son pesant. Voilà, donc Ouattara, il est coincé. Hein. Ne pensez pas que bon, ils sont très à l'aise avec ce qui se passe. Vous voyez que même ils se contiennent même dans leur joie. C'est-à-dire que voilà, moi je me dis, ils se disent que peut-être même c'est trop facile tout ce qui est en train de se passer. Voilà, tant ils auraient voulu qu'il y ait cette forme de résistance, parce que là où ils nous attendaient, c'est quoi? C'est que les gens sortent avec des armes tirées un peu partout, qu'il y ait une attaque frontale de nos institutions, tout ça, pour donner libre cours à leur base, à leur bas dessin. Voilà, de profiter de ça pour raser tout, quoi. Mais on agit, je vais dire, de la façon la plus normale et qui les prend un peu au dépourvu. Voilà, donc ils sont coincés quelque part. Est-ce qu'il faut continuer à mater? Est-ce qu'il faut toujours mettre l'armée dehors pour arrêter les gens, les mettre en prison et tout ça? Donc c'est quelque chose qui devient une équation très difficile à résoudre pour Ouattara. Donc nous, la marche, il faut qu'elle soit soutenue, il faut qu'elle continue. Et donc le 8 novembre, véritablement, il faut que les Ivoiriens soient en masse. Il n'y a plus raison d'avoir peur. Vous allez voir que les libérations vont s'enchaîner. Voilà, déjà pour les prisonniers de l'intérieur, je crois qu'il y a déjà eu pas mal de libérations. Ça va continuer. Donc c'est à nous de ne pas baisser, en tout cas d'intensité, d'ardeur, c'est de continuer toujours dans cette forme-là. Et le 8, il faut répondre à l'appel de façon massive de l'annonce faite par le PPACI. Ok, je pense qu'on a quand même... je vais donner un dernier tour de parole. Je vais commencer par Zara. Après, ce sera... Ou bien, si tu veux terminer, tu dis. Sinon, je vais commencer par Gersiou, après Sylvain, et puis le doyen va continuer. Donc, Gersiou, vas-y. Ok, merci beaucoup. Je dis merci à tous ceux qui ont pris la parole avant moi. Et je vais terminer sur une deuxième réflexion, parce que la première réflexion, c'est celle que vous avez vue. Hein. Ça, c'est une réflexion à chose. C'est ce qui te passe dans le cœur quand tu vois que la lutte n'avance pas. La seconde réflexion, c'est quoi? Je voulais parler des affrontements récemment qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire suite au discours du président Ouattara. Quand il dit à ses militants d'attaquer, d'être vigilants, c'est une réflexion, et peut-être chacun de vous peut apporter sa contribution pour me faire comprendre. Je pense qu'il veut désengager les forces de l'ordre par rapport à la violence, parce qu'il sait que après sa chute, il peut être acculé par l'action de l'armée. En jetant, c'est une lecture que j'ai faite. En jetant, parce que c'est pourquoi je dis toujours que c'est pas un politicien, il a tout sauf la politique. En jetant ses militants, il ne va pas discréditer l'armée qui peut lui créer des problèmes, parce qu'il va répondre directement par tout ce que l'armée va faire. Or, en envoyant des civils, on peut contourner la loi en disant que c'est des affrontements civils. Donc, nous ne sommes pas responsables de ces meurtres. Je ne sais pas si je m'explique bien. Ça, c'est la première réflexion. La deuxième réflexion, c'est Cubier. Quand Cubier dit que il exprime son désir de faire dissoudre la CEI après les élections législatives, la question que je me pose, mais pourquoi tu ne les dissous pas maintenant? Pourquoi pas maintenant et après? Donc, quand tu as fini ta mission, tu as installé Ouattara, tu lui as donné la majorité des députés. Maintenant, tu remets le compteur à zéro et tu laisses maintenant toute la transparence. Alors que nous, c'est maintenant on veut. C'était avant l'élection présidentielle et maintenant qu'on voulait cette CEI réformée. Quelle est l'importance de la réformer après avoir donné la majorité à Ouattara, au Parlement, au municipal, au sénatorial et tout? Donc, ça sert à quoi? Donc moi franchement, même quand on dit que c'est un aveu, oui, au-delà de l'aveu, mais tu es en train de briser encore tout un tas d'années que tu vas livrer au régime Ouattara. Parce que tu es venu pour un but. Le but pour lequel tu es venu, c'est pour faire remporter les élections à Ouattara. Par la tricherie et par des manigances qui ne sont pas légales. Donc ça, c'est la deuxième partie de mon discours. La troisième partie de mon discours, c'est là maintenant, je reviens maintenant dans le politique maintenant. Le côté facile, il faut laisser ça. Le côté politique, on revient maintenant. Parce que quand le président de la République a pris le pouvoir à l'an 2000, il a dit, c'est vrai, nous avons pris le pouvoir, mais l'objectif n'est pas atteint. L'objectif, c'était quoi? C'était de démocratiser le champ politique. Permettre aux différents partis politiques d'exercer dans un climat politique sain la politique. Aujourd'hui, nous avons régressé, j'ai dit régressé, à tel enseigne que l'objectif du président Gbagbo, nous sommes éloignés. Au début, on partait de 0 vers 1. Maintenant, on est retourné à -1, -3. Donc, l'objectif toujours, nous qui sommes du côté du président Gbagbo, c'est de faire aboutir sa vision. Une Côte d'Ivoire démocratique, une Côte d'Ivoire des libertés et des justices. Et de la justice, oui, et des justices, ok. Donc, ça veut dire que nous devons continuer dans la lutte par rapport à l'aboutissement de cette vision. Et ça passe par quoi? Ça passe par le renforcement des partis politiques, le renforcement des libertés, le renforcement du droit, le renforcement de la justice, le renforcement de tout ce qui est, comme on dit ça en français, tout ce qui est pilier pour
enraciné dans la culture des Ivoiriens le concept de démocratie. Maintenant, je veux dire aux jeunes par rapport à la marche du 8. On n'a pas de choix. On n'a pas de choix. Ou on capitule et on cède tout l'effort de Gbagbo aux rebelles et à leur parti au pouvoir. Et puis, on doit encore chercher un leader qui va venir encore nous donner la démocratie dans 20 ans encore. On ne peut plus faire marche arrière. C'est-à-dire que, comme la lutte était celle de la mobilisation, on ne peut qu'aller dans cette direction. Sinon, on retourne encore en 90, en 89. Où il nous faudra encore un leader pour venir lutter pour la démocratie, le multipartisme. Donc, la position qu'on a aujourd'hui, c'est une position de tout faire pour reprendre le processus démocratique et l'enclencher là où s'arrêter pour aller de l'avant. Donc, on dit aux jeunes aujourd'hui que si on s'amuse, parce qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe à la télévision, on nous fait croire que Gbagbo n'a pas protégé la Côte d'Ivoire pour légitimer l'action de la rébellion. Gbagbo n'a pas fait ceci pour légitimer tout ce que la rébellion a fait. Nous, on a un devoir. Pour que les gens aujourd'hui viennent à la marche, il faut leur faire comprendre le bien fondé de tout ce qui s'est passé à l'époque du président Gbagbo, pour que ces gens-là puissent le renverser. Aujourd'hui, on nous fait comprendre que, parce que le message que les gens sont laissés, s'ils quittent le pouvoir aujourd'hui, là, le message qu'ils ont laissé en Côte d'Ivoire, c'est par la violence qu'on peut arriver au pouvoir. C'est par l'injustice que tout peut se passer. Tout le contraire de la politique de Laurent Gbagbo. Donc, on a intérêt à les enlever du pouvoir et replanter dans la tête des enfants qui sont en train de grandir là, les valeurs démocratiques, les valeurs de justice, les valeurs de liberté, toutes les valeurs que le président Gbagbo a prônées. Donc, voilà le pourquoi nous devons aller à la marche du 8. Merci beaucoup. J'ai vraiment apprécié que tu sois sur le panel GCO. Comme je te l'ai dit, j'ai pas l'habitude de te rencontrer sur les panels. C'était ma première fois. Merci de l'honneur que tu me fais en venant. J'ai vraiment apprécié ton intervention, un franc-parler et tout ça. Rejoins-nous à chaque fois qu'il y aura le panel. C'est avec plaisir, en tout cas, que je te recevrai. Merci pour ton analyse. Merci beaucoup. Sylvain, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Alors, j'aimerais commencer déjà pour le dernier point, effectivement. La mobilisation du 8, n'oublie pas, la mobilisation. C'est surtout ça même que je vais aborder parce que j'ai le communiqué final du secrétariat général extraordinaire du mardi 28 octobre 2025. En son point 7. Écoutez très bien. Le PPAC appelle ses militants, l'ensemble des organisations de la société civile et tous les démocrates, écoutez bien, et tous les démocrates ivoiriens à participer à une grande marche pacifique le samedi 8 novembre 2025 afin de protester contre les massacres de populations civiles et d'exiger la libération de tous les prisonniers politiques. Ça, c'est le point 7. La grande marche, donc, qui est prévue pour le samedi 8 novembre 2025, est pour moi, déjà, une marche de démonstration de force. Parce que c'est le PPAC qui fait ce communiqué extraordinaire. Est une marche de démonstration de force dans la mesure où on veut tester la confiance que l'on a au président Laurent Gbagbo, la confiance que l'on a au PPAC, la confiance que l'on a au peuple de Côte d'Ivoire, et pour savoir si le président Laurent Gbagbo et son parti politique peuvent toujours avoir confiance en son peuple. Parce que c'est un test pour moi. Rappelez-vous de ce que le président Laurent Gbagbo a dit. On prendra les rues un jour, mais ce n'est pas quand ton adversaire t'attend que tu vas sortir. Et pour moi, le samedi 8 novembre, là, c'est non seulement un test de fidélité pour voir si le peuple pourra répondre majoritairement, parce que ce même peuple a boudé la mascarade électorale qui s'est déroulée le 25 octobre. Donc si une bonne partie de la population qui s'est réservé le droit de ne pas aller à cette mascarade-là répond à cette démonstration de force le samedi 8, alors on va interpeller l'opinion nationale et internationale que nous sommes la majorité. Et nous le savons déjà que nous sommes la majorité. Parce que ceux-là qui sont sortis pour aller voter étaient juste sortis pour faire un congrès du RDR. Pour moi, hein, voilà, comme un congrès extraordinaire du RDR. C'est pas le peuple de Côte d'Ivoire. Voilà. Maintenant, quand j'ai fini de dire ça, vous voyez, quand ton maître, qui est la communauté dite internationale, commence à te bouder, parce qu'effectivement, on voit beaucoup d'articles du journal Le Monde, même RFI ou quoi, ou LCI, ça me fait rire quand je vois ça, en train de démolir le monsieur. Je me dis, c'est parce qu'ils savent que sa fin est arrivée. Ils savent qu'il va chuter bientôt.
Donc, ils sont obligés de sortir des âneries pour essayer de réjouir le peuple de Côte d'Ivoire. Mais on n'est pas stupide, on n'est pas naïfs. C'est fini ça. On n'est pas naïfs, c'est fini ça. On a compris le jeu. Et voilà pourquoi, moi, ma seule force se trouve au peuple de Côte d'Ivoire. Et je crois en ce peuple-là. Et je sais que ce peuple-là n'est pas endormi. Parce que ce que nos frères ont fait le 11 montre que si nous sommes unis et déterminés, solidaires et surtout attentifs aux ordres, nous allons renverser ce pouvoir-là. Voilà pourquoi j'ai dit, quand nous arrivons dans une telle situation et que nous voyons la situation se dégrader, spontanément, c'est à nous de décider de changer le cours de l'histoire. Parce que récemment, je pense que c'est aujourd'hui ou hier, les Tanzaniens sont sortis. Après les élections présidentielles et législatives, en Tanzanie, ils sont sortis et ils ont mis le feu. Il dit, mais ils ont mis le feu à leur aéroport, là, si je dis pas de bêtises, et à plein de voitures. Pour dire, ce qui est en train de se faire aujourd'hui chez nous, là, on ne veut plus de cela. Ce qui se fait au Cameroun, on ne veut plus de cela. Et ce qui se fait en Côte d'Ivoire, le peuple de Côte d'Ivoire va se lever très bientôt pour dire, ça suffit, on en a marre, laissez-nous tranquillement parce que nous voulons restaurer notre dignité. Ça suffit, vous nous avez piétiné assez longuement, ça suffit, nous voulons que vous arrêtiez totalement de nous mépriser. Ça suffit, nous voulons reprendre nos terres. Ça suffit, nous voulons reprendre notre souveraineté parce que notre nationalité est en train d'être gâchée par des gens qui prennent frauduleusement nos passeports. Et je sais que le peuple répondra nombreusement, massivement à cet appel du PPRC et même de toute l'opposition. C'est sur ces paroles que je vais m'arrêter. Et je vous remercie, vous qui êtes ici, et pour vous qui nous soutenez, parce que c'est important. Quand vous tapotez, quand vous partagez, quand vous envoyez des cadeaux, c'est très important, parce que le soutien est mutuel. C'est ensemble que nous sommes forts. Merci. Merci, Sylvain. Merci, magistral. Merci beaucoup. Merci pour ton intervention. En tout cas, t'es toujours le bienvenu. Hein. Puis bon, on s'attrape. Merci bien, mon frère. Bon, hein. À très bientôt. Merci. Ouais. Bon, t'es là? Oui, je suis là. Vraiment, oh, merci. Le fond fondateur. Je vais faire vite parce que tu es fatigué et puis voilà, tu dois avoir un besoin. Donc, je vais faire vite. Non, juste pour dire que, vous voyez, la conséquence, ce que nous vivons aujourd'hui là, mais c'est la conséquence d'une indépendance mal acquise. Voilà. Tout est parti des années 40. On s'est battu. Il y a eu les luttes émancipatrices qui se sont passées. Et puis, il y a eu un basculement qui s'est fait autour des années 50. Et on a eu une indépendance qui nous a été octroyée. On ne s'est pas battu pour avoir l'indépendance. Notre indépendance nous a été octroyée. Et lorsqu'on nous octroie cette indépendance-là, on met le cou sur notre cou. On met la jambe sur notre cou, de sorte qu'on ne soit pas à mesure de bien respirer. Et donc, tout ce que nous avons vécu depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, là, c'est la conséquence d'une indépendance non conquise, mais une indépendance, chose comment on appelle ça, qui nous a été donc cédée. Nous allons reprendre le combat là où on l'a laissé en 1945. C'est là que nous sommes en train de reprendre le combat. Et là, en plus de notre indépendance, nous nous battons maintenant pour notre souveraineté. Et c'est très important, la souveraineté d'un peuple, c'est très important. Nous nous battons pour cela. Et cela suppose que les luttes qui ont été menées dans les années 90 pour qu'il y ait le multipartisme, ces luttes-là n'étaient pas pour qu'on s'arrête au multipartisme, mais c'était pour qu'on s'arrête, qu'on continue jusqu'à la démocratie. On arrive en 2010, 2011, Ouattara prend le pouvoir et il est en train de nous s'arracher même le multipartisme. En fait, il veut transformer la Côte d'Ivoire en parti-État. Il veut transformer le RADGP en parti-État. Il veut qu'il y ait une seule façon de penser en Côte d'Ivoire. Et ça, nous devons dire non, parce que c'est quand même des batailles qui ont été menées depuis 1940. Nos parents se sont battus pour nos libertés. Nos parents se sont battus pour nos libertés. Ces batailles-là ont connu des moments de faiblesse, de fléchissement, mais ce sont ces batailles-là qui continuent avec d'autres personnes. Le président Houphouët-Boigny a fait sa part. Le président Laurent Gbagbo et ses camarades ont fait leur part. Il continue encore à son âge, à 80 ans. Il est encore là dans la bataille avec nous. Mais le flambeau, là, c'est nous qui devons le récupérer. Nous devons récupérer subtilement le flambeau et puis engager cette bataille-là. Parce que la réalité que nous vivons là, c'est une réalité qui nous est propre. Ce sont les enjeux de notre monde. Ce sont les enjeux de notre réalité. Et c'est nous qui percevons très bien ce qu'il nous faut. Jeunesse d'aujourd'hui, la jeunesse qu'on appelle la génération Z, c'est votre affaire, c'est votre combat. Ce combat-là, il est le vôtre. C'est vous qui allez construire le monde de demain. Et le monde de demain que vous allez construire, vous devez le construire avec les valeurs qui vous sont propres, avec les valeurs de... mais vous êtes la génération ChatGPT.
C'est vous, c'est votre génération, c'est le combat, c'est votre combat qui est là. Donc le 8, le PPACI vous invite à prendre votre destin entre vos mains, à vous saisir de votre destin pour pouvoir le transformer comme vous voulez, pour pouvoir mettre à la tête de la Côte d'Ivoire celui que vous avez décidé d'avoir comme leader et non celui que Alassane Ouattara nous impose, c'est-à-dire que nous impose lui-même, après pour nous imposer encore une autre personne qui va sortir de son sérail. C'est à ça que vous devez dire non. Vous êtes une génération de non. Vous êtes une génération qui sait dire non et qui doit le dire, qui doit dire son non. Vous avez l'occasion de dire votre non. Vous avez l'occasion d'affirmer votre identité. Vous avez l'occasion d'affirmer votre différence avec ce qui est en train d'être fait. Le 8 ou le 8 novembre, c'est une date très importante. Le 8 novembre, c'est une date qui va s'écrire en lettres d'or dans les annales de la Côte d'Ivoire. Nous vous demandons, jeunes de Côte d'Ivoire, peuple de Côte d'Ivoire, partout où vous êtes, restez à l'écoute du mot d'ordre du parti. Partout où vous êtes, soyez mobilisés, sortez en groupe, sortez massivement pour pouvoir démontrer à la face du monde que le pouvoir, c'est à vous qu'il appartient. Que le pouvoir, c'est vous qui décidez de le donner à qui vous voulez. C'était ça mon message pour vous, jeunesse de Côte d'Ivoire. C'était ça mon message pour vous, population de Côte d'Ivoire. Haut les cœurs, on y va. Merci, doyen. Attends, je vais applaudir ça. Merci beaucoup. Merci. Là, moi, honnêtement, moi, je suis tellement confiant parce que je sais que s'il y a quelqu'un qui est mal à l'aise et qui souffre de cette situation-là, c'est pas l'opposition en tout cas. Voilà. C'est bel et bien Alassane Ouattara et toute sa clique. Vous voyez, les gens sont obligés de l'accompagner malgré eux, tu vois. Parce qu'ils sont conscients que Ouattara finira forcément un jour par s'en aller d'une façon ou d'une autre. Donc, est-ce que eux ils seront prêts à subir le courroux dont Ouattara sera, je dirais pas truc, mais j'ai dit, est-ce que s'ils vont emporter Ouattara, là, eux ils sont prêts à endosser ça? Ça dit quoi? Nous on est venu manger et toi, tu es au pouvoir, on fait ton travail, on mange, si c'est fini, chacun prend sa route. Mais là où tu es en train d'aller, là, tu nous mets dans une situation très difficile. On est obligé de t'accompagner dans cette forfaiture-là. Donc, la responsabilité qui est ta responsabilité à toi, mais finalement, on devient aussi co-responsable de tout ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas ça que nous avions fait comme calcul. Voilà, nous, on voulait juste d'abord un peu, bon, séréniser notre jeton, hein, profiter un peu, voilà, hein, du vol de la dette et tout ça. Et puis après, bon, tu te casses, on se casse. Mais là, on est obligé de te suivre dans ce que tu fais. Ils sont conscients que Ouattara va trop loin, ils le savent, c'est pas des enfants. Ils savent aussi comment ça fonctionne la politique, aussi à l'international et tout ça. Ils comprennent qu'à un moment donné, quand la situation est toujours sous tension, toujours tendue et tout ça, quand le peuple commence à chaque fois à crier son ras-le-bol, quand les Russes sont envahis, quand l'armée est tout le temps dehors, tout ça, ce n'est pas sain pour un pays qui veut fonctionner économiquement. Voilà, parce que les gens, ils veulent que tout soit calme pour pouvoir faire prospérer leur business. Mais quand tu es là et puis il y a toujours des remous, des engraissements, on sent qu'il y a un riz couché quelque part, il y a tout ça, les gens en prison juste parce qu'ils ont manifesté. Je veux dire, à un moment donné, eux-mêmes, ça commence à les gêner. Il y a quelqu'un qui a parlé ici des titres des médias internationaux, par exemple, Le Monde, je suis en train de faire ma veille journalistique. Le Monde disait la chose suivante, en Côte d'Ivoire, le crépuscule du pouvoir de Ouattara, réélu pour un 4e mandat. Ouais, je regarde un peu les titres, je vais pas trop dans le fond, mais quelque part, ils sont eux-mêmes, et c'est comme ça qu'ils sont. Voilà, ici, voilà, dans un de leurs magazines, là, ils disent que il y a moins de 20% des électeurs qui se sont déplacés. Vous voyez, donc quelque part, après, tu vas devenir gênant, tu vas devenir encombrant, et puis, in fine, finalement, c'est toi seul qui sera prêt à payer tous les pots cassés. Donc, je pense que ceux qui suivent Ouattara, quand je dis ceux qui suivent Ouattara, je vais parler de tous ces laudateurs, les ministres, tous ces gars que vous connaissez là, ils sont gênés, ils sont pas du tout à l'aise avec ce qui se passe. Non, ça sert à rien. Ils ont encore en souvenir les travers de 2010. En 2010, forcément, il y a quelqu'un qui a payé pour 2010. Il y a quelqu'un qui a payé pour 2010. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé là, il a fallu mettre la responsabilité sur quelqu'un. On a dit non, c'est le président Laurent Gbagbo, comme il a perdu, mettons tout sur lui, et puis Naka s'est géré avec. Vous voyez, comme le président Laurent Gbagbo a agi en tout état de cause à l'aune des lois, quand il a agi en s'appuyant, en s'adossant même sur ce que lui permettait de faire la loi, donc il a été très difficile de le prendre à revers. Vous voyez, mais là, dans le cas des figures, Joe, normalement même tu dois même pas faire un 4e mandat. La preuve par A plus B est montrée que tu peux pas faire un 4e mandat. Bon, tu fais le forcing.
bon, si les gens se fâchent un peu, en 2025, ils sont fâchés un peu, bon voilà, une fois que tout est fait, et puis bon, les gens commencent à te féliciter un peu de part et d'autre, c'est tranquille. Mais là, les gens même ont du mal même à te féliciter déjà. Que tes amis, tes quelques amis de la sous-région, qui sont dans le carcan france-africain, là, ils t'ont même pas encore, voilà, expliqué, appelé pour dire félicitations. Tu vois, il y a cette gêne-là qui est là, et puis les gens, ils ont peur. Honnêtement, donc, s'il y a quelqu'un qui est mal à l'aise, qui est gêné par toutes ces situations, ouais, Jérémy, ouais, oui, c'est ça, 2010, 2020, voilà, il faut que tout ça, voilà, vide, il faut que on arrive à vider le contentieux de tout ce lot de morts là, voilà. Donc c'est pour ça qu'ils s'accrochent aussi au pouvoir, parce qu'ils savent que c'est eux les responsables de tout ceci. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, ben, c'est de répondre massivement à l'appel de la véritable opposition. Comme je l'ai dit, le tri normal s'est fait en notre sein. On a eu les opposants qui se sont eux-mêmes illustrés de la manière la plus indigne possible. Voilà, ils nous ont fait croire qu'ils étaient avec nous, bon, avec des marches ambiguës, tout et tout. Mais là, maintenant, tout est clair. Hein. Voilà, le tri s'est fait de façon naturelle. Donc, il faut maintenant faire le distinguo, il faut vraiment faire la part des choses. La véritable opposition, vous la connaissez, c'est elle qui appelle aujourd'hui à sortir dans les rues, hein, à faire une marche pacifique, les gars. C'est cette marche-là que nous avons entrepris depuis le 11 août, le 11, ouais, c'est ça, non, 11 octobre, ben, qui est en train de payer dans le combat. Donc, les gars, ils vont reculer forcément, et c'est nous qui allons apporter la victoire. Merci, ça fait 3 heures de loge que j'ai ouvert le panel pour laisser tout le monde s'exprimer. Ça faisait un moment qu'on était en retrait, comme Doyen l'a dit. Nous, on bavarde pas, nous on parle. Donc il fallait quand même faire un petit repli, il fallait analyser la situation à froid, voilà, et puis il faut sortir quand le moment le demande, faut pas sortir pour sortir parce que bon, il faut parler, on se fait entendre, tout ça. Je pense que quand on a des choses à dire qui sont très importantes, il faut vraiment sortir, et puis ce qu'on dit peut apporter du grain à moudre, et surtout peut faire avancer la cause. Merci beaucoup d'avoir suivi le panel. On va se retrouver probablement demain, Dieu voulant, hein, si nous donne la force et puis le souffle de vie. Donc je salue respectueusement tous ceux qui ont pris le soin de tapoter. Merci d'avoir tapoté à tous ceux qui ont envoyé les cadeaux et tout ça. Sachez une chose, je voudrais que chacun soit habité par la même conviction que moi. On a gagné le combat, voilà. Seulement, on est dans la forme pratique des choses. Donc il faut pas se relâcher. On a déjà gagné. Ouattara, il fera pas le 4e mandat. Sachez-le. Il n'y a jamais eu d'élection en Côte d'Ivoire. Il y a eu un simulacre. Il y a eu tout sauf une élection. Les gens sont très conscients de cela. Voilà. Donc, ne vous en faites pas. Il faut simplement maintenir la pression. Et puis voilà. On aura forcément gain de cause. Merci à tous. Et puis, on est ensemble.